Bonsoir à toutes et tous, bienvenue dans l'émission spéciale pour changer la vie. Je rappelle que demain nous avons ce qu'on appelle la niche parlementaire de la France Insoumise. Une fois par an, l'opposition a le droit de présenter ses textes. Et donc demain, nous avons jusqu'à minuit pour changer la vie. Ce soir, j'ai l'honneur d'animer cette émission avec Perceval Gaillard, député de La Réunion. Bonsoir à toutes, c'est un plaisir d'être parmi vous et de présenter cette émission donc avec Nadège Abomangoli, députée de Seine-Saint-Denis. Cette émission qui va se dérouler en 3 grandes parties. D'abord la lutte contre la vie chère, ensuite l'écologie populaire face à l'urgence climatique et ensuite garantir l'égalité. Et d'ailleurs, c'est très important cette niche parlementaire parce que je rappelle qu'il y a 2 ans, nous avions réussi, grâce à Mathilde Panot qui va nous rejoindre, d'inscrire le droit à l'IVG dans la Constitution. L'année dernière, avec Daniel Obono, nous avions gagné la réouverture des accueils physiques dans les services publics. Et c'est d'ailleurs une campagne qui continue pour que le Sénat examine cette proposition. Pendant cette émission, nous aurons également 2 séquences qui vont vous permettre de poser des questions à travers le chat auxquelles nous répondrons et les invités répondront sur le plateau. Et nous avons l'honneur d'accueillir en première invitée spéciale, particulière, Mathilde Panot, notre présidente de groupe. Elle va nous dire un peu dans quel contexte se situe cette niche parlementaire, un contexte assez particulier puisqu'on parle actuellement de censure du gouvernement, qui d'ailleurs se trouve dans une dérive autoritaire. Je rappelle que Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur, ne cesse d'harceler en quelque sorte les oppositions à base d'article 40. Et puis rappelons que cette niche parlementaire intervient après notre grande campagne pour la destitution de Macron, plus de 300 000 signataires. Exactement. Donc bonsoir à vous. Merci beaucoup. Évidemment, la niche parlementaire de la France Insoumise, c'est le moment le plus important pour le groupe parlementaire. Et il se trouve que nous avions demandé à ce que soit inscrit la résolution permettant la destitution du président de la République, parce qu'il nous semble important dans une démocratie qu'on puisse discuter, débattre et voter sur la responsabilité politique d'un président qui a été battu 3 fois dans les dernières élections et qui pourtant continue à maintenir un gouvernement qui n'a aucune légitimité populaire et démocratique, et que donc il est sain de pouvoir avoir ces débats-là dans une démocratie. Alors d'abord, on l'avait déposé une première fois, ça avait été jugé recevable par le bureau, examiné par la commission des lois, et c'est Marine Le Pen qui, en conférence des présidents, avait refusé que ça soit inscrit à l'ordre du jour de l'hémicycle, probablement parce qu'elle ne voulait pas que les Français et les Françaises sachent qu'ils votaient contre la destitution, comme ils l'ont fait en commission. Donc, puisqu'ils ne voulaient pas l'inscrire en séance, nous avons demandé à que ce soit un texte qui soit inscrit directement dans notre niche parlementaire où nous choisissons l'ordre du jour. Et là, cette fois-ci, ce sont les macronistes qui se sont organisés pour empêcher que cela soit discuté, alors qu'encore une fois, on connaissait déjà la dérive autoritaire d'Emmanuel Macron, 25 lois liberticides, une répression très forte contre les gilets jaunes, contre les mouvements écologistes, contre les révoltes des quartiers populaires après le meurtre de Naël, contre les Outre-mer. On pense notamment aux 13 personnes mortes en Kanaki et aux prisonniers politiques à 17 000 km de chez eux, mais aussi actuellement en Martinique, avec les CRS qui ont été envoyés contre celles et ceux qui manifestent contre la vie chère. Mais là, on a un franchissement de seuil avec donc le vol des élections qui a été fait, et nous devions donc discuter de ce texte. La Macronie nous en empêchera. Il n'empêche que l'idée progresse dans le pays partout sur le fait que le responsable du chaos aujourd'hui a un nom, il a une adresse, il s'appelle Emmanuel Macron, il habite à l'Élysée et qu'à tout moment, nous pouvons le destituer. Et puisque nous savons que bientôt, il y aura une motion de censure où le gouvernement Barnier, sans aucune légitimité, va tomber, eh bien, ensuite, il restera 2 choix seulement à Emmanuel Macron, soit de nommer Lucie Castet à Matignon avec le nouveau Front Populaire et un gouvernement du nouveau Front Populaire, ou alors de s'en aller. Et d'ailleurs, c'est important, je vais rappeler 2 chiffres quand même, 54% des Français jugent que la procédure de destitution contre Macron est légitime. Et un sondage vient de tomber ce soir qui nous dit que, en cas de censure du gouvernement Barnier, 60% des Français estiment que Macron doit démissionner. C'est des chiffres qui sont, je crois, excellents pour nous. Je rappelle que, par exemple, au moment où nous avions lancé l'idée d'une procédure de destitution
en août, notamment avec Jean-Luc Mélenchon, il y avait seulement 44% des Français interrogés qui étaient favorables à la destitution. Donc ces chiffres sont en train de monter très fortement et tout le monde comprend que l'autocrate Macron doit partir, qu'il n'est pas possible d'accepter la fin du projet démocratique, d'autant qu'Emmanuel Macron nous fait honte à l'international, que ce soit pour les mots qu'il a eus récemment pour le peuple haïtien, alors que la France a une responsabilité historique dans la situation d'Haïti et que je veux redire notre plein soutien au peuple haïtien, ou encore dans le refus d'acter et de mettre en place les mandats d'arrêt qui ont été décidés par la Cour pénale internationale, notamment contre Netanyahou, ce qui est absolument indigne d'un pays comme le nôtre. Et on rappelle que la pétition est toujours en ligne, ça va nous aider, tout ça, macron-destitution.fr. Et que nous n'avons aucune limite dans le mandat pour pouvoir la déposer. Merci Mathilde. Merci beaucoup Mathilde. Tu restes avec nous pour accueillir nos premiers invités, Hugo Bernalicis, Mathias Tavel et Alma Dufour. Et on va parler urgence sociale, retraite, pouvoir d'achat, vie chère, notamment, entre autres. Ils arrivent, les voilà. Bienvenue. Bienvenue, installez-vous. Nous voilà. Bienvenue à vous. Et on démarre donc cette émission et notre niche demain par l'abrogation de la réforme des retraites qui sera portée par Hugo Bernalicis. Est-ce que tu peux nous présenter ta proposition ? Oui, la proposition de loi d'abrogation, bonjour à toutes et à tous ceux qui nous regardent, salut les camarades, la proposition c'est d'abroger la retraite à 64 ans d'Emmanuel Macron, ainsi que l'accélération de la réforme Touraine, ainsi que en réalité la réforme Touraine. Donc, dit autrement, en fait, ce texte fait qu'on revient à 62 ans, l'âge de départ légal, et 42 années de cotisation. Voilà, c'est ça que produit ce texte, il touche à rien d'autre, notamment les macronistes parlent de leurs mesures, ils appelaient ça le sucré de leur réforme à l'époque. Et ben on ne touche pas au sucré, bien que le sucre soit un sujet évidemment politique, comme chacun sait. Et donc c'est notamment le minimum contributif, les toute petite revalorisation qu'il y a eu pour les petites retraites, ça on touche pas, et un certain nombre d'autres éléments aussi. Donc vraiment, ce qu'il faut retenir, c'est 62 ans, 42 années de cotisation. Merci Hugo pour cette présentation rapide. Avant de reprendre les débats, on va visionner un clip pour se rappeler la formidable mobilisation populaire de 2023 contre cette réforme des retraites injuste et inefficace. C'est en effet 15 000 personnes de plus qui mourront chaque année avant la retraite. Je l'ai dit ici, haut et fort, vous n'avez pas le droit de mettre à genoux les gens qui tiennent la France debout. Je vais appeler l'amendement 16 608. Finalement, votre réforme n'a rien d'économique. Elle est purement idéologique. Le débat que vous avez voulu empêcher continue dans tout le pays. Dites-nous combien va coûter cet amendement, monsieur le ministre. Il reste 7077 amendements. Selon vos prévisions, combien de chômeurs en plus à cause de votre réforme? Le rejet de votre réforme des retraites reste massif. Chaque jour qui passe, l'opposition à votre réforme s'amplifie. La foule importante, compacte ici dans les rues de Paris. Une mobilisation historique selon les syndicats. De Marseille à Nantes, dans toute la France, un seul mot d'ordre, le retrait du projet. Je vous remercie, ma chère collègue. Dans le cortège des syndicats unis pour la première fois depuis 12 ans, un rapport de force est donc en place ce soir. Le retrait de votre réforme des retraites n'est pas négociable. 1 280 000 personnes pour la police, 3,5 millions selon la CGT. Ils n'ont jamais été aussi nombreux à manifester à travers toute la France. 68% des Français et des Françaises y sont toujours fermement opposés. Sur le parcours parisien, la foule des manifestants est compacte. 9 salariés sur 10 s'opposent à votre réforme et 7 Français sur 10 soutiennent le blocage de l'économie pour vous faire céder. C'est un mouvement social qui prend des airs de course au long cours. 11e journée de mobilisation ce jeudi partout en France. C'est le pays tout entier qui se lève. Nous vivons la plus grande journée de grève et de manifestation depuis 50 ans. Selon le quotidien américain, Emmanuel Macron serait désormais affaibli et plus isolé. Pas question pour ces travailleurs de baisser les bras. Nous avons une caisse de grève solide, alimentée par la solidarité. Vous engagez-vous, oui ou non, à ne pas avoir recours au 49.3 pour imposer votre odieuse réforme? Nous arrivons désormais au terme de nos débats. Personne n'a craqué. Personne n'a craqué. La parole est à Madame la Première ministre. De l'article 49, alinéa 3 de la Constitution, j'engage la responsabilité de mon gouvernement. Aujourd'hui commence le premier jour de la fin du quinquennat d'Emmanuel Macron.
Et sur ces mots, en fait, on va dire ce qu'on avait dit l'année dernière. On avait dit on continue. Et on continue. D'abord, ça a commencé par une victoire en commission parce qu'en fait, un texte, avant d'être en séance, il passe d'abord en commission. Donc Hugo, tu peux nous dire ce qui s'est passé en commission ? Eh ben, mercredi dernier, on a examiné le texte. Alors, il n'y avait pas 900 amendements. Il y en avait beaucoup moins, une trentaine. Et donc, on a examiné ça normalement, on va dire ça comme ça. Les macronistes ont fait valoir des arguments fallacieux. Mais bon, ça, on est habitué. Et puis, les rapports de force étaient assez clairs en commission. On a d'ailleurs demandé des scrutins publics. Donc, pour ceux qui veulent voir, le compte-rendu de la commission des affaires sociales montre qui a voté quoi, à la fois sur l'ensemble du texte, mais aussi sur l'article 1 et sur quelques amendements qui étaient emblématiques. Et donc, il y a une majorité très large pour adopter le texte d'abrogation tel que nous l'avions proposé à la commission des affaires sociales. Et donc, par ailleurs, en fait, on continue aussi avec une adéquation avec ce que veulent les Français. Aujourd'hui, 71% des Français sont pour l'abrogation de la retraite à 64 ans. Et là, tu parlais des amendements en commission, un examen tout à fait normal. Qu'est-ce qui s'est passé entre la commission et ce soir ? Ils ont craqué. La Macronie a craqué, très clairement, et ils ont décidé qu'ils feraient de l'obstruction, très clairement. Alors bon, ils sont sur une ligne de crête parce qu'il y a des jours où ils expliquent que non, il ne faut pas de l'obstruction, ils veulent qu'il y ait vraiment le temps du débat. Évidemment, dans une niche parlementaire qui dure une journée, l'exercice est un peu limité, on va dire ça comme ça. Mais après, s'ils veulent l'inscrire sur la semaine de l'Assemblée, après, on a tout notre temps, on est tous d'accord. Mais c'est pas ce qu'ils vont faire, évidemment. Et donc, en fait, comme ils ont vu qu'il y avait les rapports de force favorables pour adopter ce texte en commission, ils font tout pour essayer d'y faire échec en séance, d'où les plus de 900 amendements qui ont été déposés. Et qu'est-ce que vous répondez, qu'est-ce que le mouvement répond à celles et ceux qui disent sur les plateaux de télé, pour relayer la propagande macroniste, que le groupe Insoumis a fait de l'obstruction pendant les débats sur la réforme en début 2023 ? Mais ça, c'est une très bonne question parce que partout, vous voyez... des trolls d'extrême droite, des trolls macronistes qui expliquent que en fait, c'est bien nous rendre la monnaie de notre pièce. La différence fondamentale, il y en a deux. La première, c'est que nous sommes sur une niche parlementaire et que la niche parlementaire commence à 9h et s'arrête à minuit et que donc nous ne pouvons pas prolonger les débats, ce qui n'est pas le cas lorsque le gouvernement dépose un projet de loi. Mais la deuxième, qui est bien plus fondamentale à mon avis, c'est que lorsque nous avons fait cette bataille, d'ailleurs ça faisait plaisir de revoir ces images, lorsque nous avons fait cette bataille, c'était pour défendre la souveraineté populaire, 93% des actifs opposés à cette réforme des retraites, l'ensemble des syndicats opposés à cette réforme des retraites, et donc nous avons fait cela pour empêcher une réforme qui allait voler 2 ans de vie au peuple français et contre lequel tout le monde était. Alors que là, ils sont en train de faire de l'obstruction, en sachant que nous sommes majoritaires dans le pays, et majoritaire dans l'Assemblée, ce qui était d'ailleurs le cas la dernière fois aussi, puisque cette réforme n'a jamais été votée, elle a été imposée de force par un 49-3, et que donc il est tout à fait différent de faire une grève de zèle pour défendre la souveraineté populaire et la souveraineté du peuple, ce que nous avons fait la dernière fois, et de faire de l'obstruction comme ils le font dans le cadre d'une niche garantie constitutionnellement au groupe de l'opposition pour s'opposer à la souveraineté populaire. Et je crois que c'est ça la différence fondamentale entre les deux. Mais quoi qu'il se passe demain, dans tous les cas, nous réussirons à abroger cette retraite à 64 ans. Mathilde, tu peux nous donner quelques exemples, parce que là, on rentre dans le grotesque, d'amendements, d'obstruction des macronistes. Je crois qu'ils se sont un peu surpassés. Je vais commencer, puis peut-être Hugo voudra continuer. Mais j'ai tout pris, j'ai pris tout le tableau. Mais pour vous dire quand même le mépris qu'ils ont pour la vie de millions de gens qui sont affectés, y compris dans leur chair, par cette réforme des retraites. Donc il y a des amendements pour changer le titre. Vous comprenez, c'est très important, la discussion sur le titre de la proposition de loi. Et donc de proposer de changer la proposition de loi pour abroger la réforme de la retraite à 64 ans, pour par exemple réformer les retraites. Point d'interrogation. Pourquoi se fatiguer quand on peut abroger et gagner des voix en un clin d'œil, ce qui est d'une grande intelligence, comme vous pouvez le voir. Ou encore, abroger la réforme des retraites, un véritable chef-d'œuvre de démagogie où l'on prétend sauver l'avenir en ignorant le présent, ou encore des amendements formidables, comme celui qui propose de remplacer les mots 167 trimestres par le mot 354 958 heures, qui est là aussi un très bel amendement. D'autres proposent de décaler l'abrogation de la retraite à 64 ans en 2038.
2038, 2039, 2040, 2041. Bref, ce sont des amendements qui montrent un mépris et une arrogance incroyable de la part des macronistes qui n'ont toujours pas compris que c'était la vie des gens dont on était en train de parler et que la vie des gens ne se tournait pas comme une page où on aurait oublié l'affront populaire qui a été fait à ce moment-là en passant en force cette réforme. Oui, d'ailleurs, Alma, là-dessus, il ne faut pas les lâcher. Donc, en fait, il faut les remettre, faut les afficher. Et donc, en fait, il y a quelques initiatives là-dessus. Tout à fait, parce qu'un de nos traits de caractère à la France Insoumise, c'est qu'on ne s'avoue jamais vaincu et qu'à la différence du Rassemblement National, et c'est une différence de taille, on ne se contente pas de dire aux gens, vous n'avez qu'à voter mieux la prochaine fois si vous voulez pas travailler jusqu'à 64 ans. Donc, nous, qu'est-ce qu'on a vu quand on a vu cette pluie d'amendements ? On s'est dit qu'à cela ne tienne, on va aller les embêter là où ça fait mal, c'est-à-dire auprès de leur propre électorat. Et nous allons afficher les députés macronistes notamment, mais aussi les républicains qui, on le voit, étaient divisés sur la réforme des retraites quand il y avait la mobilisation dans la rue. C'est aussi à ça que la mobilisation servait. Et là, miraculeusement, ils sont tous redevenus des grands champions de la retraite à 64 ans. Et donc du coup, on a créé en vitesse un site web en fait qui est hébergé par la France Insoumise. Je vous donne l'URL en plus raccourci. Donc c'est la-fi.fr/interpeller avec un Z. Et donc du coup, vous avez un générateur d'emails qui vous permet d'interpeller les députés qui sont le plus illustrés en termes de nombre d'amendements. Et ça marche déjà du tonnerre puisque j'ai vu Violette Spilbou en plateau ce matin. Donc vous savez, une des porte-parole du gouvernement. Elle me dit qu'elle reçoit 150 mails toutes les 10 minutes. Et donc voilà, continuez, vous avez toute la soirée, vous avez toute la journée de demain pour continuer à maintenir la pression parce que nous, notre objectif, c'est d'arriver à un vote demain et nous ne lâcherons pas. Super, franchement bravo. Hugo, tu voulais... Bah oui, parce que Mathilde, elle m'a divulgaché tous les amendements rigolos. Non, mais t'en as d'autres. Franchement, ils en ont fait tellement. 987. Ouais, non, mais après, par exemple, ils ont fait sur le délai d'application. Il y en a qui proposent que notre réforme s'applique qu'en 2050. Après, ils ont proposé 2045. Après, ils ont proposé 2040. Après, ils sont pas terribles dans l'obstruction parce que nous, normalement, on aurait fait 2050, 2049, 2048. Ils sont passés de 5 en 5. C'est un peu plus loin où ils font d'année par année. Mais ça, c'est le type d'amendement qu'ils vont faire dans la série. Après, il y a des amendements plus cocasses. Par exemple, il y a toute une série d'amendements où ils proposent qu'il y ait une obligation de consultation préalable d'un certain nombre d'organisations avant de faire une réforme des retraites. Le CESE, de toute façon, c'est constitutionnel, mais il propose que le Haut Conseil des finances publiques, l'Inspection générale des affaires sociales soient consultés, le Conseil d'orientation des retraites, alors que c'est déjà le cas, mais il y en a un vraiment qui est très, très, très savoureux. Il propose qu'il y ait une consultation préalable entre partenaires sociaux avant l'abrogation de la retraite, ce qui ne se sont pas appliqués à leur propre réforme des retraites de 2023, puisqu'ils sont passés en force devant tout le monde. Alors, il y en a un, alors je ne sais pas s'il l'a maintenu, ce matin, il y était encore là, mais... Ludovic Mendes, de Ensemble pour la République, propose pour financer le système de retraite et l'abrogation de supprimer toutes les allocations sociales. Toutes. Voilà. Alors, il y a d'autres pépites, y compris des amendements de régression sociale, des amendements natalistes. Mathilde, politique de natalité, vas-y Mathilde. Mais Non, juste pour aller dans le sens de ce que disait Alma tout à l'heure. Alors, parce que Hugo vient de dire quelque chose de très important. Il y a d'ores et déjà, alors pas beaucoup, mais des amendements qui sont retirés, notamment parce que, à force de les afficher sur les réseaux sociaux, du coup, ils les retirent eux-mêmes. Donc, toute la politique d'interpellation des députés, de les afficher, d'afficher les amendements ridicules qu'ils sont en train de faire, qui n'est juste une manière de bloquer le vote et donc d'empêcher l'abrogation de la retraite à 64 ans d'être votée, eh bien, est quelque chose qui fonctionne. Tu disais ça fonctionne parce qu'ils se plaignent d'avoir 150 mails toutes les 10 minutes. Donc, je ne suis pas sûre que les macronistes qui n'ont jamais brillé par leur présence en hémicycle, par exemple dans le budget, quand ils présentaient un amendement en score de forme, ils étaient 14 à le voter, de temps en temps il y en avait un tout seul qui levait la main, je ne suis pas sûre qu'ils sachent faire de l'obstruction pendant toute une journée. Donc vraiment, la mobilisation, c'est demain, mais elle doit se continuer ce soir, demain toute la journée. Cette mobilisation, il y aura aussi une mobilisation qui va se faire auprès de l'Assemblée nationale, et je pense, physique cette fois-ci, et je pense que cette mobilisation est très importante pour qu'ils comprennent que les gens n'ont pas abandonné le fait qu'on arrête de leur voler 2 ans de leur vie, parce que ce que nous on défend,
c'est pas juste le fait que la retraite soit à 62 ans, d'ailleurs on défend la retraite à 60 ans, mais c'est ce qu'on appelle la civilisation du temps libéré du travail contraint, notamment pour pouvoir faire des choses pour s'occuper de soi, pour s'occuper des siens, pour s'occuper de son jardin, pour aller faire du sport, faire de la musique, pour être président d'une association, pour être maire de son village, bref, pour participer à la vie de la cité. Et c'est ça ce qu'on défend, nous, comme projet politique derrière la diminution du temps de travail. Je te remercie Mathilde. On va accueillir bientôt Mathias Tavel, qui est rapporteur sur un texte très important qui vise à instaurer une rémunération maximale dans les entreprises. Et pareil, ce texte intervient dans un moment où nous apprenons par exemple que Carlos Tavares se paye 100 000 € de dividendes par jour. Mathias Tavel, bienvenue. Est-ce que tu peux nous parler de ton texte ? Oui, bien sûr. Bonjour, bienvenue à vous aussi qui nous rejoignez. C'est un texte très simple, c'est Carlos Tavares au printemps, il a dit « Moi, si vous n'êtes pas content pour que je gagne 1700 fois le SMIC, faites une loi ». Il l'a redit en commission. Et nous, qu'est-ce qu'on a dit ? On a dit « Chiche, on va faire la loi ». Et donc, on a déposé cette proposition de loi, d'abord avant la dissolution, puis on l'a redéposée après, parce qu'on est comme ça, nous les insoumis, on ne lâche pas le morceau. Et c'est une proposition de loi qui dit, dans les entreprises, pas d'écart supérieur de 1 à 20 entre celui qui est tout en haut, le mieux payé, et celui ou celle qui est la moins bien payée. Pourquoi on a fait ça ? Pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'il y a des salaires qui sont indécents. Quand vous gagnez 36 millions d'euros comme Carlos Tavares, quand vous gagnez 3 millions d'euros comme le PDG de Michelin, non, personne n'a 1700 fois plus de besoins qu'un autre être humain, personne ne mérite 1700 fois plus qu'un autre. Il y a des écarts immoraux qu'il faut limiter. Deuxièmement, il faut dynamiser les petits salaires. Et donc c'est bien un écart. Si celui qui est tout en haut veut continuer à être payé autant, il faut qu'il augmente très fortement ceux qui sont en bas. Or, ce qu'on a vu, c'est que dans les 10 dernières années, les PDG du CAC 40 se sont augmentés de 90%, et les salaires en bas de l'échelle, ils n'ont pas du tout augmenté de 90%. Donc c'est une proposition de loi aussi pour augmenter les salaires, pas seulement pour limiter ceux des grands patrons. Et puis troisièmement, et ça fait le lien avec une actualité qu'on a sous les yeux en termes de plans sociaux, de plans de licenciement, c'est qu'en fait, ces rémunérations des grands patrons, elles sont essentiellement indexées sur des critères financiers de rentabilité pour les actionnaires, de combien de dividendes l'entreprise va pouvoir sortir pour les actionnaires. Et pas du tout sur l'emploi, sur la production, sur la bifurcation écologique. Et vous avez par exemple le PDG de Michelin qui touche 3 millions d'euros, alors que Michelin licencie des emplois. Je reprends l'exemple de Stellantis. Mais quel est le talent de Carlos Tavares, à part d'avoir mis Stellantis dans une situation industrielle extrêmement difficile, fermer Emma France à Aulnay, là on voit Valeo qui sont des sous-traitants de Stellantis, des fournisseurs de Stellantis qui sont menacés. Donc c'est aussi une manière de dire les entreprises ne doivent pas être privatisées en quelque sorte par les actionnaires. Une entreprise, c'est d'abord un cadre où on produit des richesses, où il y a des salariés, et ils ont eux aussi droit au chapitre dans les entreprises, évidemment dans le partage de la richesse, mais notre projet aussi, c'est dans le pouvoir dans l'entreprise. Ça, c'est pour la suite. Merci Mathias, c'était très clair. Peux-tu nous dire comment le texte a été accueilli en commission ? Qu'est-ce qui s'est passé en commission sur ce texte-là ? Eh bien, d'abord, à notre grande surprise, le texte a été adopté. Parce que les macronistes se sont dégonflés. Il faut croire qu'ils n'avaient pas très envie de venir nombreux défendre des salaires mirobolants. Alors il y avait 1 de LR, 3 ou 4 macronistes, mais il faut dire que ça fait des années qu'ils versent des larmes de crocodile à chaque fois. Ces salaires sont choquants, avait dit M. Macron, Sarkozy avant lui, etc. Donc on comprend que c'est un peu gênant. Bon, ceux qui étaient là, ils ont fait léger, quoi. Cuba... On va croire que 1 à 20, c'était déjà la société sans classe qu'on proposait d'instaurer, la dictature du prolétariat. Enfin, on leur a dit quand même si vous prenez une partie du SMIC, fois 20, vous arrivez quand même à des rémunérations qui sont autour de 28 000, 30 000 euros par mois. Ça va, ça laisse quand même de gros écarts. Il y a d'autres secteurs, comme l'économie sociale et solidaire par exemple, ou même la fonction publique, où les écarts sont quand même moins importants. Donc on a fini par... faire adopter ce texte, tout simplement parce que personne n'avait envie de défendre un patronat aussi nuisible. Ils sont peut-être au courant que 69% des Français sont favorables à ce que cet écart soit réduit. Donc c'est peut-être la raison pour laquelle ils ont
fait la politique de la chaise vide. Et par ailleurs, là tu parlais du contexte social. Les insoumis et les insoumises sont déployés sur tout le territoire aux côtés des salariés en lutte. Je vais rappeler quand même quelques chiffres. En 2024, 286 plans de sauvegarde de l'emploi et 300 000 emplois industriels sont actuellement menacés selon la CGT. Vous pouvez nous faire un petit retour sur ce qu'a été cette tournée des salariés sur le terrain et ce qu'ils disent de la situation ? On est, comme tu l'as dit, déployés. Ils sont dégoûtés. Ils sont dégoûtés parce que, en fait, ça démontre que, évidemment, tout le discours creux du gouvernement, tout ce qui a été dit depuis des années, on réindustrialise la France, on ouvre plus d'usines qu'on en ferme, etc. C'était un mirage de courte durée, que leurs employeurs se sont gavés d'aides publiques, mais gavés d'aides publiques, ou alors que les employeurs de leurs employeurs, quand c'est des sous-traitants, se sont gavés d'aides publiques, tout en n'ayant absolument aucun compte à rendre, ni en termes de transition écologique, ni en termes de maintien de leurs emplois. Et donc, en fait, la première chose qui revient, moi, d'expérience, c'est vraiment c'est rendez l'argent, en fait. Rendez l'argent des aides publiques. Comment c'est possible, déjà qu'on vous ait fait un CICE pérennisé, donc qui était le crédit impôt compétitivité emploi, comment c'est possible que vous touchiez encore des crédits impôt recherche alors que vous supprimez de l'emploi dans la recherche en France? Ça, c'est pour Sanofi, c'est pour Renault aussi, qui touche du CIR, mais qui supprime des emplois dans la recherche et développement. Comment ça se fait qu'on vous aide en permanence et que vous nous laissiez sur le carreau et que vous détruisiez nos vies? Et je donnerai l'exemple que tu connais très bien, Nadège, dans ta circonscription MA France. Ça m'avait frappé. Sophie Binet, qui était venue aussi lors d'un rassemblement là-bas, MA France, sous-traitant de Stellantis, disait, avec ce que Tavares s'est versé cette année juste en bonus, il aurait pu maintenir l'emploi de tous les salariés du site. C'est 100 000 € par jour de dividendes qu'il se verse, lui. C'était ce que pouvaient rêver d'obtenir des salariés qui ont travaillé 25 ans dans cette boîte comme cadeau de départ. Au final, on leur propose 15 000 €. C'est ça l'indécence. Parce que souvent, les macronistes disent oui, mais ce sont des capitaines de l'emploi. Grâce à eux, ils donnent du boulot aux gens. Ça ruisselle, tout ça. Ça ruisselle, tout ça. En réalité, il n'y a rien de plus faux. Comme tu l'as très bien présenté, ce sont des gens à qui il y a un autre système de valeurs, à qui il y a un autre monde économique. Et d'ailleurs, quand on prend les chiffres de l'INSEE, je m'arrêterai là. En fait, l'INSEE dit qu'en 15 ans, les grands groupes ont détruit de l'emploi. Oui. Donc les grands groupes devant qui Macron s'est mis à genoux, ils n'ont pas créé de l'emploi en France et ça bat en brèche tout leur discours. En fait, l'emploi, si on a créé un peu d'emploi en France ces dernières années, c'est grâce aux TPE, aux PME, aux ETI qui sont en train de faire faillite et qui n'ont pas du tout les beaux yeux et l'attention d'Emmanuel Macron ni de ses ministres successifs. Ouais, si on peut donner un chiffre, on va reprendre l'exemple de Michelin. Donc le PDG, il gagne 3,8 millions. Ils vont licencier 1254 personnes à Cholet et à Vannes. Ils avaient déjà fermé d'autres usines avant, notamment La Roche-sur-Yon. Et dans le même temps, ils versent 1,4 milliard de dividendes à leurs actionnaires, c'est-à-dire 1 million d'euros de dividendes par salarié licencié. 1 million d'euros par salarié licencié. C'est pas la prime de licenciement que vont toucher ces salariés. C'est ce qui va être versé aux actionnaires à chaque fois. Donc on est clairement dans des logiques où aujourd'hui... l'industrie est pour eux seulement une machine à cash et c'est comme ça qu'on détruit le tissu industriel et face à ça on a un gouvernement qui ne fait rien, qui laisse faire, qui dit qu'il va demander des comptes sur les aides publiques mais qui demande en fait aucun compte et qui a déjà dit qu'il ne demanderait pas de remboursement, qui laisse faire les licenciements boursiers qu'on propose nous d'interdire et qui en plus n'est pas capable de donner de la visibilité et de la protection pour que les filières industrielles puissent aller dans la transition écologique. Sur l'éolien en mer, il y a des licenciements dans ma circonscription alors qu'on va en avoir besoin. Vous avez le PDG des PDG, y compris, qui disent il faut du protectionnisme parce que là, on est en train de se faire manger la laine sur le dos par une concurrence déloyale, que ce soit chinoise ou américaine. Et vous avez un gouvernement qui, en gros... est juste là pour faire ministre des licenciements, quoi. Et on va faire de l'accompagnement social, etc., etc. Non, il faut une vraie politique industrielle et ça passera nécessairement par dire que l'industrie, c'est pas la propriété des actionnaires. Il y a un vrai déni d'ailleurs là-dessus. On a vu les images tournées de ce député du clan Macron venir sur un piquet de grève dire écoutez, on a fait baisser le chômage, etc. etc. Je ne sais plus quel était son nom, monsieur Denis Masseglia. Denis Masseglia, vous pouvez aussi lui écrire sur la réforme des retraites qu'on veut abroger demain. Oui, donc ils sont vraiment dans un déni alors que 43% des Français disent que cet écart des salaires doit être de 1 à 5. C'est-à-dire qu'ils vont plus loin que mais oui, parce que M. Tavel est un menchevique, il faut le dire. Mais parce que les gens se disent qu'il y a des écarts parce qu'il y en a qui sont
plus pointus dans le métier, etc., ça s'explique complètement, ou qui ont une responsabilité plus grande. Il peut y avoir des écarts acceptables. Mais là, on est dans des niveaux, on est à plus de 130, 160 fois le salaire entre le plus haut et le plus bas dans le CAC 40. Il n'y a rien qui peut justifier un tel écart. Et puis, les critères qui définissent ces écarts ne sont pas les bons. Ce n'est pas la rentabilité pour l'actionnaire. Enfin, quel est le talent de Carlos Tavares à part faire fermer Emma France? Parce que des fois, on nous dit oui, mais les joueurs de foot... désolé, mais Kylian Mbappé, au moins, il a un peu de talent. Et d'ailleurs, même dans le foot, la question des salaires indécents finit par poser des problèmes économiques. Regardez les difficultés de l'Olympique Lyonnais, les difficultés des Girondins de Bordeaux, qui sont c'est un système qui n'est pas soutenable économiquement pour les secteurs. Ça vaut dans le foot, ça vaut dans l'industrie, ça vaut dans toute la société. Il faut remettre de la décence, de la justice, de la progression des petits salaires et d'autres critères que juste combien ça dégage pour l'actionnaire. Est-ce qu'il faut comprendre que les riches nous coûtent trop cher, monsieur Tavel? Ah, ils nous coûtent beaucoup trop cher, oui, ça je vous le confirme. Merci Mathias. Merci beaucoup pour ce débat. On a bien compris que finalement la logique financière à la fois détruit l'emploi industriel et empêche la transition écologique, tu l'as bien dit. On va passer maintenant à la PPL vers le blocage des prix de l'énergie dans l'Hexagone et les Outre-mer. Avant de te donner la parole, Alma, on va visionner un témoignage de Lou, étudiante, qui va nous expliquer sa situation. Témoignage concernant le problème du prix de l'électricité aujourd'hui en France. J'ai actuellement 23 ans, je m'appelle Lou. Pour vous donner un ordre d'idée, mensuellement je paye 170 € auprès d'EDF pour l'électricité. Donc si on met mon loyer, si on cumule seulement le prix de mon loyer et celui de l'électricité, on arrive quasiment ou totalement à ce que je gagne de chômage pour subvenir à mes besoins. Ma mère m'a toujours sensibilisée à la cause écologique et donc à l'utilisation des ressources de façon raisonnable et raisonnée. Donc lorsque je ne suis pas dans une salle, je n'allume pas la lumière. Lorsque je n'utilise pas un appareil électronique, je ne me contente pas de l'éteindre, je le débranche. Et aujourd'hui, en hiver, à Rouen, on descend rapidement en dessous des 0 degrés, donc il fait très froid dehors et dedans. Aujourd'hui, je suis à un stade où pour ne pas que ma facture d'électricité explose et qu'en fin d'année, au moment de la régularisation, je doive régler une somme astronomique que je n'ai pas, eh bien, je dois faire attention en hiver à n'allumer qu'un seul chauffage de tout mon appartement. Voilà, je trouve ça terrible que lorsqu'on est jeune en France, en hiver, on ne puisse pas chauffer son appartement décemment. Donc voilà, je pense effectivement que c'est un problème, d'autant plus que du coup les personnes qui vont avoir un problème face au coût de l'électricité, c'est toujours, encore une fois, les personnes qui ont les revenus les plus modestes, voire aucun revenu. Et ça n'est pas normal, parce qu'effectivement, une personne qui va avoir un haut poste, ou même pas forcément un haut poste, mais qui va avoir un revenu décent aujourd'hui pour vivre, ne sont beaucoup moins impactés par leur consommation d'électricité et ont moins besoin de réfléchir à comment est-ce qu'ils la consomment, comment ils la répartissent à travers leurs appareils dans leur foyer. Et voilà, si quelque chose pouvait être fait, je pense que vous auriez la reconnaissance de milliers, de millions de foyers qui aujourd'hui craignent le jour où la facture d'électricité sera prélevée sur leur compte en banque, ce qui est mon cas. Et donc Alma, on va te donner la parole pour que tu puisses nous expliquer cette proposition, car on sait qu'effectivement l'explosion des prix de l'énergie, c'est une des problématiques majeures rencontrées en France hexagonale et dans les Outre-mer. Totalement, et je remercie Lou pour son témoignage. Elle fait partie des centaines et centaines de personnes qui m'ont écrit depuis qu'on a déposé la proposition de loi et qu'on l'a défendue en commission des affaires économiques, parce qu'aujourd'hui, les factures d'énergie des Françaises et des Français sont leur premier problème de pouvoir d'achat, c'est-à-dire qu'il y a un Français sur deux qui déclare avoir du mal à payer ses factures. Et on a vu les coupures pour impayés exploser dans notre pays, c'est-à-dire on en est à 1 million de coupures en 2023, c'est 49% de plus qu'en 2019, c'est absolument colossal. Donc ça traduit de la gravité de la situation, et je l'observe tous les jours en porte-à-porte.
ça touche aussi des gens qui ont des salaires, des gens des classes moyennes, c'est-à-dire que j'ai vu des gens qui doivent faire des prêts à la consommation pour payer leur régulation de facture, des gens qui arrêtent de se chauffer, tout simplement. Ils ont décidé d'arrêter, ils vont passer l'hiver à 10 degrés chez eux, ils mettent du journal sur leur fenêtre, des gens qui vivent dans le noir sauf quand ils mangent, enfin vraiment des choses dramatiques, et c'est partout la même histoire. Et donc du coup il était urgent d'agir, et on propose dans cette proposition-là quelque chose qu'on aurait dû faire depuis bien longtemps si on avait un gouvernement qui se soucie vraiment à la fois du pouvoir d'achat des ménages, mais aussi de la survie de nos petites entreprises. Et on en parlait, notre tissu économique qui ne sont pas des grands groupes, c'est l'encadrement des prix de l'énergie. Donc on a une disposition de l'article 1 qui est un blocage temporaire, ce qui est permis par la loi, donc blocage par décret. Et après on a des mesures plus structurantes qui viennent toucher définitivement à la composition du prix de l'énergie. Donc le retour aux tarifs encadrés de vente du gaz et de l'électricité, c'était ce qu'on avait auparavant avant que la Commission européenne nous force à libéraliser le secteur de l'énergie, gaz et électricité, au coût de production concernant l'électricité, c'est-à-dire, pour parler clair, une division par 2 de vos factures, à tous et toutes. Voilà, et un encadrement concernant le pétrole des marges de raffinage qu'on avait déjà déposé l'année dernière, qui avait manqué d'être adopté à quelques voix près en séance, parce que là, effectivement, on est quand même dépendant des importations de pétrole. Contrairement à l'électricité, on ne produit pas notre électricité, on est le premier exportateur net d'électricité d'Europe, donc on a vraiment tous les moyens de faire payer le prix juste et le prix que l'on souhaite aux ménages français. Donc c'est pour ça qu'il y a différents types de modalités en fonction du type d'énergie et de notre dépendance à l'international à ces énergies. Mais globalement, l'ensemble de ces articles permettrait un gros choc de pouvoir de vivre pour les gens, et y compris effectivement dans les Outre-mer où il y a déjà des prix encadrés de l'énergie. Et Dieu merci, quand on voit la tête des prix des produits alimentaires, c'est-à-dire des fois plus de 100% par rapport à l'Hexagone, là on est sur des niveaux qui restent assez similaires à l'Hexagone, ce qui prouve que ce mécanisme marche. Mais justement, nous on dit qu'il faut aller plus loin parce que le revenu médian dans les Outre-mer est plus bas que celui de l'Hexagone. Donc on demande aussi un blocage, mais en dessous du niveau pour l'Hexagone. Merci d'avoir rappelé que ce texte concernait en particulier aussi les Outre-mer, où effectivement, par exemple, concernant les produits pétroliers, les prix sont administrés, c'est-à-dire que le préfet chaque mois, à travers une formule, va effectivement donner le prix de l'essence. C'est effectivement le sens de ce vers quoi on veut aller, mais d'une manière plus juste, car par exemple la formule ne prend pas en compte les bénéfices faits par les multinationales. C'était une des questions, par exemple, qu'on avait posées au gouvernement l'année dernière. On va, avant de reprendre le débat, on va visionner une petite vidéo de témoignages justement qui viennent de la Réunion, de Serge Coursier et de Jessica, sans emploi. J'ai mes enfants toute seule, mes 2 enfants. Je veux savoir pourquoi ma facture d'électricité sort aussi chère. Avant, je payais 70 € par mois pour 4 personnes. Aujourd'hui, on se retrouve à 3 personnes avec moins d'électroménager. Je paye 60 € par mois. Et si on calcule bien sur 10 mois, ça me revient à 600 €. C'est énorme. Là, on a l'occasion de parler un petit peu de la vie chère à La Réunion, notamment sur les factures, l'électricité et l'eau. Avant, je payais une facture de à peu près 110 €. Maintenant, ça a doublé. Alors sur cette proposition de loi, justement, tu as parlé de l'article 1. A priori, il y a eu la suppression de certains articles en commission. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus ? Oui, alors oui, peut-être pour rappeler les votes. Donc le texte a été adopté en commission des affaires économiques. Mais par contre, l'article 1 donc, du blocage temporaire des prix a été rejeté grâce à l'alliance de la droite et à l'abstention courageuse du Parti socialiste, alors que c'était quand même dans le programme du nouveau Front populaire. Sous des considérations, en fait, c'est toujours un peu la même histoire, c'est-à-dire ils disent oui, mais on ne sait pas si vous faites ça, il y aura des pénuries, les producteurs vont organiser la pénurie en France, etc. Ça leur fait trop peur, ils n'osent pas s'affronter aux grandes multinationales dont tu parlais aussi pour l'outre-mer. Et c'est vrai que l'encadrement des prix de l'énergie, ça reste
s'arrête aux portes des importations, mais touche jamais la question des producteurs. Et se pose de toute manière à la fin, in fine, sur le pétrole et le gaz, se posera à terme, je pense, la question de la renationalisation d'entreprises qu'on aurait dû jamais privatiser. Je rappelle quand même que Total Energy n'a pas toujours été une multinationale privée. C'était une fusion de 2 entreprises publiques, et notamment Elf, et que maintenant on regrette bien, parce qu'effectivement le côté production n'est plus du tout géré par une entreprise publique, et donc on rentre dans des rapports de force extrêmement fort et dur, mais nous, on considère qu'il faut pousser ce débat, qu'on peut bloquer, qu'on peut voir comment les acteurs s'adaptent aussi et quel chantage ils nous font. Et encore une fois, on a plein de moyens de pression à long terme concernant les aides publiques, le soutien colossal que le gouvernement français a apporté à Total dans tous ses projets, même les plus pourris, dans le monde entier. Donc à un moment donné, ils ne peuvent pas avoir le beurre et l'argent du beurre, et du coup, on regrette qu'il y ait eu un peu une capitulation en race campagne sur cet article. Par contre, les articles plus structurants de l'encadrement des marges des raffineurs et du retour aux tarifs encadrés de l'électricité et du gaz ont été adoptés, et du coup nous comptons quand même sur leur adoption et donc leur entrée en vigueur potentielle bientôt, demain, on espère. Merci Alma. Mathias, tu voulais ajouter un mot parce qu'il y a des enjeux qui dépassent le cadre national. Oui, sur la question de l'électricité, c'est une bataille qu'on mène évidemment à l'Assemblée nationale, mais qu'on mène aussi au niveau européen, et on en a parlé dans la campagne des élections européennes notamment. Nos députés européens sont le seul groupe qui s'est opposé du début à la fin à la poursuite du marché européen de l'électricité, notamment avec le travail qu'a pu faire Marina Mesure et tout le groupe que préside Manon Aubry. C'est une bataille centrale parce que c'est vraiment une bataille d'intérêt général. C'est à cause de ces mécanismes de marché, je ne rentre pas dans le détail, que les prix s'envolent, alors même que ça ne coûte pas beaucoup plus cher de produire. C'est juste parce que la dernière centrale qu'on appelle pour produire coûte très cher, et on fait comme si tout coûtait aussi cher, alors que pas du tout. Si on faisait le coût moyen, on ne serait pas du tout au niveau auquel on est. Et donc ça suppose de mettre en cause des règles européennes pour répondre à quelque chose qui est vraiment d'intérêt général. Alma a totalement raison, et les témoignages qu'on a vus, c'est insupportable quand on est chez soi de ne pas pouvoir payer l'électricité ou le chauffage. Moi, j'ai dans ma circonscription quelqu'un qui m'a dit qu'il avait une facture de 3 500 € par an d'électricité qu'il ne pouvait évidemment pas payer, donc il ne savait même pas comment il allait faire. Mais c'est aussi d'intérêt général par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure sur l'industrie. Aujourd'hui, vous avez des industriels qui sont très dépendants ou du prix de l'électricité ou qui voudraient passer à l'électricité pour polluer beaucoup moins et qui ne peuvent pas le faire parce que c'est devenu un produit de luxe et qu'en plus ils ne savent pas quel va être le prix dans les années qui viennent. Donc on a besoin pour ça de régulation, de tarifs réglementés par l'État pour pouvoir dire à tout le monde, vous allez avoir de l'électricité, de l'énergie bon marché et sur le temps long pour pouvoir faire de l'écologie. Et juste pour finir là-dessus, parce que je partage tout ce qui a été dit, c'est très urgent d'agir parce qu'on entend partout, oui, les prix de marché ont baissé. Alors déjà, ils n'ont pas baissé sur les factures parce qu'il n'y a pas d'obligation pour les fournisseurs de répercuter la baisse des prix de marché sur les clients, sinon ça se verrait là tout de suite. Ensuite, deuxièmement, les prix de marché ont baissé, mais là, ils sont en train de réaugmenter. Ils réaugmentent très vite. Moi, j'ai suivi le marché spot sur l'électricité, donc c'est le prix de marché pour les pays européens. Pendant 1 mois et demi, il a pris déjà 30 € du mégawattheure, c'est-à-dire il a quasiment doublé. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on paye les vulnérabilités du système allemand, et c'est bien pour ça qu'il y a des pays dans l'Union européenne qui sont plus intéressés que d'autres à avoir un prix européen. C'est pas le cas de la France, clairement, c'est vraiment contre notre intérêt. Et dernier point, la réforme à laquelle on s'est opposé ne touche pas justement à l'indexation sur le prix du gaz, enfin le prix de la dernière centrale, et donc souvent le gaz. Or, ça n'a échappé à personne, l'environnement géopolitique est encore plus tendu qu'en 2022. Il y a un risque d'escalade dans la guerre entre l'Ukraine et la Russie aussi à des pays européens. Il y a ce qui se passe évidemment au Proche-Orient et la décision inique de la France de ne pas faire appliquer le mandat d'arrêt sur Netanyahou. Il y a évidemment l'élection de Trump qui produit donc les États-Unis du gaz naturel liquéfié duquel les pays européens sont de plus en plus dépendants. Bref, c'est vraiment le pire moment pour miser sur le fait que le prix du gaz va baisser. Or, c'est exactement ce que proposent les groupes qui s'opposent à cette réforme, c'est-à-dire, moi je leur dis, mais dans ce cas-là, vendez votre maison, misez toutes vos économies sur le marché du gaz en pariant que le prix du gaz va baisser.
Si vous n'êtes pas capable de faire ça, ça veut dire que vous jouez avec la vie des Françaises et des Français et des entreprises. En fait, le déni permanent des macronistes, ça aboutit à jouer effectivement avec la vie des Françaises et des Français. Et je dois quand même dire aussi malheureusement que, je le dis gentiment parce que les débats vont continuer, mais qu'une partie du nouveau Front populaire n'est pas suffisamment sérieux sur ce sujet. Parce que si on avait 1 an, 2 ans encore devant nous pour ajuster le programme, et c'est pas le cas, là dans 2 mois, il y a une crise, on est mort. C'est exactement comme en 2022. On recommence exactement la même chose. Et nos finances publiques, je suis pas sûre qu'elles supportent le choc une deuxième fois. Alors merci à tous les trois. Je vais vous solliciter pour les premières questions du chat. Alors je vais les lire et puis non, mais de toute façon je pense que ça irait. Une sorte de quiz. Ça irait. Vous avez l'air très calé. 3 questions. Je vous laisserai répondre chacun selon vos spécificités. Je pense que Hugo, tu pourras répondre à quelques-unes. Alors première question, quels sont les possibles coups fourrés des macronistes sur le texte retraite? Deuxième question, comment allez-vous faire pour que la loi d'abrogation soit examinée au Sénat? Et troisième question, et sinon la loi contre l'apologie du terrorisme? Ça, je pense que c'est un peu fléché. On peut partir. Bon, alors déjà, contrairement à ce qui a été indiqué par Apolline de Malherbe ce matin sur BFM TV, le texte sur l'apologie du terrorisme n'est pas à l'ordre du jour de la niche parlementaire de demain. Donc je vous renvoie à l'émission qui a été faite hier, La Base, l'émission de la France Insoumise sur laquelle on avait discuté. Je vous renvoie vers ça, le live Twitch que j'ai fait moi-même et un certain nombre de passages médias, parce que ça ne sera pas l'objet de la niche parlementaire de demain. Ça, c'est le premier point pour l'apologie du terrorisme. Sur les deux autres, sur les coups fourrés que pourraient faire les macronistes lors du jour, etc. Si on passe au vote demain, si le texte sur l'abrogation de la retraite à 64 ans est voté, ça veut dire plusieurs bonnes nouvelles. Déjà, bonne nouvelle, on pourra examiner d'autres textes, c'est-à-dire ceux dont on vient de parler là. C'est la première bonne nouvelle. Deuxième bonne nouvelle, ça peut être inscrit à l'ordre du jour au Sénat de la niche parlementaire du groupe communiste le 30 janvier. Donc ça peut aller assez vite. Alors évidemment, la procédure, c'est pas une procédure accélérée parce qu'on n'est pas au gouvernement. Donc ça veut dire 2 allers-retours avant que le gouvernement puisse convoquer une commission mixte paritaire. Mais n'empêche que le symbole serait extrêmement puissant et fort de montrer qu'il y a une majorité à l'Assemblée nationale pour abroger cette loi qui n'a jamais, je rappelle, jamais été votée. Sur les coups fourrés des macronistes, évidemment, le premier coup fourré, c'est l'obstruction. C'est-à-dire les 900 amendements qu'ils ont fait là. Et je vous rappelle que même 200 amendements suffiraient à nous planter la journée, très concrètement, s'ils les défendent tous pendant 2 minutes et qu'ils font tous un rebond, etc. Bon. Donc ça, c'est le premier point. Après, c'est aussi l'autre coup fourré qui pourrait avoir lieu, c'est l'attitude du gouvernement en séance. Parce que là, on parle des députés, mais quid du gouvernement? Si eux aussi se mettent à faire de l'obstruction, ce qui, je rappelle, a été le cas sur 100% des niches d'opposition, toutes les oppositions, même certaines majorités. Je pense à la niche Horizon de mémoire de l'année dernière, donc il n'y avait pas encore eu la dissolution, tout ça, et où le gouvernement a joué l'obstruction contre Horizon, qui était pourtant un des groupes majoritaires. Donc vraiment, il n'aime pas l'initiative parlementaire, il n'aime pas les parlementaires tout court, je crois, à la fin. Ça vient encore une fois démontrer aussi l'ineptie de cette 5e République et de ce régime qui n'est pas un régime parlementaire. Et on en fera la démonstration sans doute encore demain. Encore que, moi, vraiment, les paris sont ouverts sur leur capacité à tenir une obstruction de 9h à minuit. Parce que ça demande un peu d'organisation pour ceux qui savent. Ceux qui savent. Voilà. Effectivement, si c'est voté demain, ça ira au Sénat, ça reviendra à l'Assemblée et il y a un accord avec les autres groupes du NFP pour que la proposition de loi vive. Puis il y a une autre manière, en parallèle, d'arriver à arracher l'abrogation. C'est évidemment la censure du gouvernement Barnier pour arriver à obtenir un gouvernement qui s'engage à abroger cette proposition de loi. Donc on fera les deux. Et on verra bien par quels moyens on arrive à gagner le plus rapidement. Et pour soutenir cette abrogation de la réforme des retraites à 64 ans, je rappelle, demain, un rassemblement au métro Invalides à 19h. Vous pouvez même venir avant, rester longtemps après. Je pense qu'on sera encore éventuellement dans l'hémicycle, mais de toute façon, on ne sait jamais. Peut-être que cet rassemblement sera annulé si le texte passe rapidement. Comme tu disais, Hugo, ça nécessite un petit peu d'organisation. Alma. Et s'il est maintenu, à 20h, en tout cas, on pourra venir vous voir et vous nous verrez tous. Voilà. Et tous vos députés préférés seront là et ce sera trop bien. Et donc, venez, quoi. Ça fera une petite pause dans la niche.
Et je peux dire un truc intelligent sur l'énergie Mais t'es toujours intelligent, vas-y. Non, je dis des blagues, j'assume. Intelligence avec l'ennemi. Intelligence avec l'ennemi, certains diraient, oui, effectivement. Non, mais sur l'énergie, il faut voir aussi l'étude de l'INSEE qui est sortie là, sur l'écart, comment les gens ont vécu l'inflation. Et sur les plus pauvres qui ont moins 300 euros et les plus riches plus 300 euros. Enfin, vraiment, le graphique, il est limpide, la démonstration est implacable. Et l'énergie a joué pour beaucoup dans cette inflation et l'appauvrissement des plus précaires dans le pays, alors même que le SMIC était censé être indexé sur l'inflation, etc. Non mais on sait. Je rigole parce qu'on sait que l'indice. Non mais que il y a une distorsion dingue en fait. Donc je veux dire, ce qu'on a toujours dit et dénoncé est maintenant vérifié de manière implacable par l'INSEE. Et deuxième élément, le rapport de force, c'est très intéressant parce que moi j'ai été rapporteur sur le blocage des prix en 2021 avant la campagne présidentielle en commission, donc j'ai fait à peu près les mêmes auditions et plus largement sur la loi Lurel du coup de 2012 qui s'applique aux Outre-mer. Il y a eu un chantage qui a été fait à l'époque par les fournisseurs de carburant sur les Outre-mer auprès du gouvernement. Ils ont dit si vous votez cette loi, on ne fournira plus les Outre-mer en carburant. Et qu'est-ce qui s'est passé? La loi a été votée. Est-ce qu'ils ont encore fourni le carburant aux Outre-mer? Bah oui, parce qu'il y avait quand même du profit à se faire. Voilà. Les armateurs font le même chantage quand on leur dit qui desserviront plus les Outre-mer. On sait très bien qu'ils continueront à le faire. On vous remercie vraiment pour ce débat qui est très très riche. Merci à vous. Il y a encore une fois la nationalisation qui est toujours à portée de main. Il y a d'autres possibilités. Ouais. La réquisition, tout. Ouais. On rappelle aussi que 87% des Français sont pour le blocage des prix, Hexagone et Outre-mer. Tu m'étonnes. Donc c'est assez logique. Merci beaucoup pour cette table ronde. Et on va accueillir nos nouveaux invités. Voilà, maintenant on a parlé d'urgence sociale. Nous abordons maintenant la partie urgence climatique. Évidemment, on a deux textes qui sont en lien avec ce sujet-là. On accueille à nouveau Mathilde Panot qui va nous parler du texte sur le Mercosur et évidemment Anne Stambach qui est députée de Haute-Garonne qui va nous parler du scandale de la A69. Entre autres, parce que en fait, pour nous, évidemment, l'écologie, c'est pas seulement de jardinage, comme le dit l'expression. C'est évidemment l'écologie populaire, une écologie populaire et aussi une écologie qui touche directement à nos travailleurs en France, notamment les agriculteurs. Je parle du Mercosur, de ce texte sur le Mercosur. Mathilde, qu'est-ce que c'est et quels sont les enjeux en termes à la fois d'agriculture française et à la fois en termes d'écologie, en fait, très concrète pour les Françaises et les Français. Alors, on a déjà parlé dans cette émission des deux coups de force des macronistes sur notre niche parlementaire. La première pour empêcher le vote de la destitution du président Macron. Le deuxième sur les 1000 amendements qui ont été déposés sur le texte retraite pour essayer de nous empêcher de voter l'abrogation de la retraite à 64 ans. Il y a un dernier coup de force qui a été fait. Donc on est déjà à 3 coups de force des autocrates contre notre droit constitutionnel de choisir l'ordre du jour. C'est le texte qui avait été porté dans notre groupe par Arnaud Le Gall sur un vote sur le traité de libre-échange avec les pays du Mercosur. Pour que tout le monde comprenne ce que ça veut dire, c'est un traité de libre-échange qui serait le plus grand traité de libre-échange jamais signé entre l'Union européenne et les pays du Mercosur. Ce qui veut dire continuer le grand déménagement du monde où on enverrait des marchandises d'un part à l'autre de la planète avec 11 000 kilomètres qui seraient faits entre des marchandises à chaque fois. Donc évidemment, c'est complètement à rebours de l'urgence écologique, de l'urgence climatique. C'est une politique complètement archaïque, mais surtout, ça a un fort impact sur les agriculteurs et les agricultrices puisque eux se retrouvent dans une situation de concurrence déloyale, puisque fort heureusement en France, il y a des normes pour empêcher certaines hormones qui sont considérées comme cancérigènes sur les animaux, certains pesticides. Et quand vous avez par exemple au Brésil des exploitations agricoles qui sont immenses, qui parfois épandent des pesticides de manière très forte, qui traitent le bœuf aux hormones qui sont interdites en France, eh bien ils vont se retrouver dans une forme de concurrence qui est évidemment désastreuse, alors que je le rappelle, il y a d'ores et déjà un paysan qui se suicide tous les 2 jours dans notre pays, donc c'est une situation sociale dramatique, et il y a 100 000 fermes qui ont disparu dans notre pays en 10 ans. Donc vraiment, c'est une situation très grave. Et donc nous avons été aux côtés des agricultrices et des agriculteurs cette semaine pour les soutenir sur le Mercosur. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait sur notre texte? Pourquoi je dis c'est un coup de force? Parce que le gouvernement a décidé au dernier moment qu'on ne pourrait pas discuter et voter sur ce texte, alors qu'il n'y a jamais eu de vote sur le Mercosur, en disant que c'était une injonction faite au gouvernement. Bref, ils ont utilisé un motif complètement bidon pour empêcher qu'on discute de ce texte. Donc,
Nouveau coup de force. Nous avons réussi en demandant qu'il y ait un débat et un vote à l'Assemblée, qu'il y ait un débat et un vote mardi à l'Assemblée nationale, avec le gouvernement qui s'est exprimé et qui continue de dire ce qu'ils disent depuis le début. Nous sommes contre l'accord de libre-échange avec le Mercosur en l'état, avec des réaménagements possibles, des renégociations possibles. Je rappelle que le premier responsable, c'est Emmanuel Macron, puisqu'il n'a pas bloqué les négociations depuis des années. Ça fait 7 ans qu'il est au pouvoir, qu'il a été l'artisan du libre-échange et qu'il en a signé beaucoup. Et il continue de dire qu'on pourrait continuer de négocier pour trouver des aménagements. Nous sommes le seul groupe parlementaire à avoir voté contre cette déclaration du gouvernement. Nous ne croyons pas aux clauses miroirs. Et d'ailleurs, la Commission européenne dit elle-même qu'il serait indétectable, par exemple pour un bœuf traité aux hormones, d'arriver en Europe et que ça soit détecté alors que c'est quelque chose qui est cancérigène en plus de détruire la planète, qui est en plus néfaste à l'agriculture, au modèle d'agriculture familiale française. Donc ces clauses miroirs n'existent pas. Et la deuxième chose, c'est que nous sommes contre les traités de libre-échange, sans condition, sans renégociation. Nous sommes contre, point. Et donc c'est pourquoi nous avons exprimé notre opposition à l'opposition hypocrite de façade que présente le gouvernement d'Emmanuel Macron. Et évidemment, c'est un combat que nous allons continuer. Tu as parlé de clause miroir. Pourrais-tu peut-être expliquer à celles et ceux qui nous regardent ce que c'est ? Oui, c'est très important. Merci, Perceval. Alors, les clauses miroirs, c'est de dire que dans l'accord, on dirait que, par exemple, des interdictions sur des pesticides, sur des hormones de croissance, etc., interdites en France ou dans l'Union européenne, s'appliqueraient aussi pour les exploitations des pays du Mercosur. Or, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est la Commission européenne elle-même qui avoue que, par exemple, si vous avez une viande de bœuf traitée aux hormones au Brésil et qui arrive ensuite dans l'Union européenne, vous ne serez pas détecté dans quelles conditions l'animal a été élevé. Et puis, je vais aller un peu plus loin. Il se trouve que, par exemple, dans le Mercosur, il y a 180 000 tonnes de volailles qui seraient transférées des pays du Mercosur jusqu'à l'Union européenne. Quel sens cela a-t-il ? Est-ce qu'on n'est pas capable de faire de la volaille en France, de faire de la volaille dans l'Union européenne sans les trimballer sur 11 000 km ? Donc tout ça n'a aucun sens et je vais vous dire pourquoi ils continuent les accords de libre-échange à tout va. C'est notamment parce qu'ils espèrent envoyer des voitures et ça ne sera pas des voitures françaises qui seraient envoyées, c'est évidemment une ouverture au marché allemand qui serait fait. Nous ne sommes pas d'accord avec cela, encore une fois, et nous continuons d'être aux côtés de toutes celles et ceux, agriculteurs, associations écologistes qui, depuis des années, dénoncent les accords de libre-échange et nous demandons un moratoire complet sur l'ensemble des traités de libre-échange. Alors Mathilde, hier, il y a eu un débat à l'Assemblée nationale, un débat d'ailleurs à notre demande. Est-ce que tu peux un peu nous décrypter les positions respectives ? Parce que c'était une déclaration du gouvernement qui indiquait s'opposer au Mercosur. Nous avons voté contre cette déclaration. Est-ce que tu peux nous dire les motivations ? Alors, encore une fois, c'est parce que le gouvernement continue de dire qu'il est contre le Mercosur en l'état, c'est-à-dire qu'ils vont continuer les négociations. J'explique comment ce traité aurait pu être bloqué. Pourquoi nous disons que c'est entièrement la responsabilité d'Emmanuel Macron, qui par ailleurs a signé d'autres traités de libre-échange. D'abord, la France pourrait s'opposer au fait que les parlements nationaux n'aient maintenant plus à ratifier les accords de libre-échange. Parce que, évidemment, si on demandait au Parlement français de ratifier l'accord du Mercosur, eh bien, cet accord serait battu. Donc, la première des choses, c'est qu'ils doivent s'opposer à la méthode qu'on appelle du splitting, qui empêche les parlements nationaux de voter. Première chose. Deuxième chose, il y a la possibilité d'avoir une minorité de blocage de pays qui permettrait là aussi de bloquer l'accord. Or, Emmanuel Macron n'a jamais été chercher les autres pays pour s'opposer sur cet accord de libre-échange, puisqu'en fait, ils ne sont pas vraiment opposés à cet accord de libre-échange, ils font semblant. Alors là, l'Italie dit qu'elle voudrait s'opposer, la Pologne peut-être aussi, mais il n'empêche que nous, ce que nous redisons, c'est qu'il est possible, si la France le veut, si elle le veut vraiment, de faire en sorte que ce traité de libre-échange n'ait jamais lieu. Il ne pourra pas y avoir de traité de libre-échange d'une telle ampleur sans la France, première chose. Et deuxième chose, eh bien, nous devons désobéir si cet accord de libre-échange venait à être ratifié en urgence, comme essaye de le faire la Commission européenne, aidée par nombre de gouvernements et tous les néolibéralistes qui, depuis des années et des années, nous expliquent que la modernité, c'est de faire le grand déménagement du monde. Encore une fois, notre vote contre est pour exprimer que nous sommes le seul groupe à dire non. Et d'ailleurs, nous sommes le seul groupe au Parlement européen à avoir voté constamment contre tous les accords de libre-échange, ce qui n'est le cas d'aucun autre groupe. Les macronistes les votent tout le temps et l'extrême droite siège dans des groupes qui ne cessent de voter les accords de libre-échange les uns après les autres. On comprend qu'il y a un certain nombre de forces politiques qui n'assument pas le fait de voter cet accord-là, puisque on entend que 52% des Français sont contre cet accord Mercosur et que, visiblement, il va
profiter à certains pays, peut-être l'Allemagne, effectivement, pour vendre des voitures et pas à d'autres. Tu as commencé à nous parler des risques, notamment en termes de santé, des risques pour les agriculteurs. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus sur concrètement ce que ça peut avoir comme risque pour la population sanitaire et autres ? Alors, certains n'assument pas, et c'est d'ailleurs pour ça que notre résolution a été jugée irrecevable et n'a pas pu être discutée, puisque nous, dans notre texte, nous disions très clairement que, y compris avec des clauses miroirs, nous n'acceptions pas le Mercosur. Et donc, chacun des groupes aurait dû se positionner sur cette déclaration, et je vous assure que le vote aurait été quasiment inversé de celui que nous avons fait mardi, parce que depuis mardi, il ne cesse de dire « nous avons voté pour la déclaration du gouvernement pour dire qu'on s'oppose au Mercosur ». Nous savons que c'est absolument faux. Ensuite, quant au risque qu'il existe à la fois pour les agriculteurs et pour la santé, vous avez à la fois des normes environnementales, des normes sanitaires qui ne sont pas du tout les mêmes que celles que nous avons dans notre pays. Donc, c'est des risques, par exemple, de pesticides, d'hormones cancérigènes. Donc, c'est des risques forts pour la santé. Mais surtout, c'est la destruction assurée du modèle agricole français qui est un modèle agricole familial, c'est-à-dire où on essaye, bon, même s'il y a beaucoup de choses à faire, de ne pas avoir des méga exploitations, d'avoir des fermes plutôt ce qu'on appelle à taille humaine, et qui ne peuvent en aucun cas concurrencer avec des fermes qui sont 10 fois, 20 fois supérieures et qui sont en quelque sorte des fermes-usines. Et donc il est évident que ça veut dire qu'on passerait à un nombre d'agriculteurs et d'agricultrices qui est déjà extrêmement bas dans notre pays, mais qui là aussi dégringolerait de plus en plus. Et à chaque fois que vous avez des paysans qui disparaissent, à chaque fois vous avez des concentration des terres qui se font, donc des fermes qui sont de plus en plus grandes, avec une problématique d'endettement des paysans notamment. Et nous sommes le seul mouvement politique à avoir proposé justement des caisses de défaisance des dettes des paysans. Et je veux insister dessus parce que lorsqu'on dit un suicide tous les 2 jours dans la profession des agriculteurs et des agricultrices, eh bien nous avons aussi pensé la manière dont on pouvait accompagner les agriculteurs et les agricultrices justement vers une bifurcation de modèle, parce que c'est ça auquel oblige aujourd'hui le dérèglement climatique, la crise écologique, et qu'il faut pour cela accompagner celles et ceux qui nourrissent notre pays. Et je rappelle que nous avons aussi, de la même manière que tout à l'heure j'expliquais que les parlementaires insoumis étaient déployés sur le terrain aux côtés des salariés, les parlementaires insoumis sont déployés également sur le terrain aux côtés des agriculteurs. Je pense à Aurélie Trouvé, je pense à Damien Maudet, je pense à tous les députés qui sont sur le terrain. On va passer à notre texte. Bienvenue Anne. Est-ce que tu peux nous présenter la proposition de loi dans notre riche parlementaire sur ces projets autoroutiers inutiles ? Alors oui, ce qu'on propose dans cette loi, c'est un moratoire, c'est-à-dire donc une pause, une suspension de tous les projets autoroutiers et 2 fois 2 voies. L'idée, c'est de faire une pause et de réfléchir à quel mode de transport on veut mettre en place dans le pays. Parce que bon, la lutte la plus symbolique, c'est celle contre l'autoroute A69, mais en réalité, selon le collectif La Déroute des routes, il y a une 50aine de projets routiers qui sont contestés dans le pays et ils sont pratiquement tous sur le même modèle. C'est-à-dire que ce sont des projets qui ont été pensés il y a 30, 40 ans, parfois même plus, donc autrement dit à une autre époque d'un point de vue climatique. Il y a peu ou pas d'alternatives étudiées et à chaque fois le prix, c'est la destruction de centaines d'hectares de zones agricoles, de zones naturelles, donc des zones humides, des forêts, ce sont des dizaines, des centaines d'espèces protégées qui sont menacées. Tout ça pour gagner quelques minutes ou pour désengorger ou pour désenclaver, c'est ce qui est dit en face et en réalité maintenant on a le recul, on sait qu'à chaque fois ça ne fonctionne pas et ça c'est vraiment le cas pour les projets comme la 412 en Savoie, le contournement est à Rouen, le contournement ouest à Montpellier ou encore l'autoroute A69. Il n'y a aucune vision globale en fait de l'impact de tous ces projets routiers, autoroutiers. Les pouvoirs publics à chaque fois passent en force et en fait on nous enferme dans un système du tout routier. C'est-à-dire qu'en fait on a toujours plus de routes, donc toujours plus de voitures, de camions, toujours plus de gaz à effet de serre. Le transport c'est quand même le premier émetteur de gaz à effet de serre et en France c'est le secteur dont les émissions ne baissent pas quoi. Et en plus ça nous enferme aussi dans une dépendance à la voiture toujours plus grande parce qu'en fait ces grandes infrastructures elles participent aussi au déménagement des territoires, c'est-à-dire qu'en fait les zones rurales, les zones périurbaines elles vont se voir vidées d'une partie de leurs activités économiques qui vont être attirées au contraire vers les plus grandes villes, les métropoles de l'autre côté. Donc les habitants se retrouvent enfermés dans une dépendance à la voiture. Alors ok, Macron la bagnole il l'adore, mais en fait pour 79% des Français c'est un véritable gouffre financier. Donc voilà, donc tant pour des raisons
raisons sociales qu'écologiques, il y a urgence, c'est ça qu'on dit, nous, à faire une pause et à réfléchir comment on investit. Ah oui, parce que c'est 17 à 18 milliards d'économies si on abandonne tout ça. Et voir donc comment on investit dans les transports en commun, dans le rail. Bref, comment on pense un autre modèle de mobilité, un autre modèle de transport et d'aménagement du territoire qui soit adapté, qui soit donc résilient, durable, bref, adapté au monde d'aujourd'hui, mais surtout au monde de demain, quoi. Aujourd'hui, Karine Nerodi, députée du Tarn, a posé une question au gouvernement relative à l'actualité judiciaire autour de cette A69. Est-ce que tu peux nous en dire un mot, Anne ? Oui, alors déjà, rappeler que l'A69, comme je disais, c'est une lutte symbolique parce que, comme le dit le climatologue et rapporteur du GIEC, Christophe Cassou, l'A69, c'est vraiment l'impossible bifurcation incarnée. C'est-à-dire que c'est vraiment tout ce qu'il ne faut plus faire aujourd'hui. C'est pour ça qu'il y avait 2000 scientifiques qui s'y étaient opposés. Juste pour rappeler, pour ceux qui nous écoutent, il s'agit de longer littéralement une route nationale qui existe déjà et qu'on pourrait donc réaménager. Tout ça, donc, bien sûr, en saccageant des centaines d'hectares de zones agricoles et naturelles et pour gagner quelques minutes peut-être pour la modique somme de 20 € à l'aller-retour. Bref, vous connaissez la puissance de l'opposition militante qui s'est déployée face à ce projet. Et là, effectivement, aujourd'hui, il y a un immense espoir parce que il y a eu lundi l'audience au tribunal administratif sur l'autorisation environnementale de cette autoroute et la rapporteure publique, c'est-à-dire la magistrate indépendante qui conseille le juge du tribunal administratif, la rapporteure publique a donné un avis négatif. Elle a donné raison à tous les opposants au projet. Elle a demandé l'annulation totale de cette autorisation de cette autoroute en disant que non, il n'y avait pas de raison impérative d'intérêt public majeur à ce massacre. Le délibéré donc, sera dans 15 jours et donc si la juge suit, eh bien, le chantier sera arrêté. Donc c'est un immense espoir pour tout le monde. Et d'ailleurs, je le dis que dans le cadre de mon rapport pour notre position de loi, j'ai posé la question à l'écologue Jacques Thomas de savoir de ce qu'il allait advenir si un chantier comme celui-ci était arrêté. Et il m'a assuré que tant que le béton n'était pas coulé, rien n'était perdu, qu'il existe des techniques de revégétalisation qui permettraient en partie à la nature de reprendre ses droits. Donc en tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, nous, notre position, elle arrive au bon moment. J'ai envie de dire parce que ça, on est à un tournant. Il y a déjà donc cet avis du rapporteur qui est hyper important, mais il y a eu aussi il y a quelques semaines l'abandon du boulevard intercommunal du Parisis, projet contre lequel s'était mobilisé par exemple notre collègue Gabriel Catala. Au printemps dernier, c'était le tribunal administratif d'Amiens qui annulait une route à Pont-Sainte-Maxence, alors qui était déjà construite malheureusement, mais néanmoins. Et si on regarde à l'international, dimanche dernier, nos voisins suisses ont voté contre l'élargissement des autoroutes. Et puis, vous avez des pays comme les Pays-Bas, aussi les Pays de Galles, qui ont déjà adopté des moratoires sur leurs projets routiers. Donc voilà, il est temps de se mettre dans le sens de l'histoire et que la France adopte elle aussi ce moratoire et réfléchisse. Merci Anne. La réalité, c'est que là, tu viens de citer un certain nombre de pays. C'est pas seulement un phénomène français, en fait, cette opposition à ces grands projets inutiles. Il y a comme ça, au niveau international, la prise de conscience que c'est d'abord anti-écolo et que ça coûte cher en plus. Tu te parlais de 20 € pour emprunter cette autoroute. Ça quand même, on marche sur la tête. Oui, complètement. Mais de toute façon, il y a une forme de prise de conscience collective un peu partout, effectivement, dans le monde, mais et y compris en France. Ce qui est frappant, c'est en face l'espèce de déni climatique, là, en l'occurrence du gouvernement, quoi. Pareil, dans le cadre de mon rapport, j'ai auditionné par exemple Antoine Pellion, le secrétaire général à la planification écologique, qui m'a en fait expliqué qu'il n'y avait pas de planification écologique en termes de politique routière, quoi. À chaque fois, c'est des projets qui sont validés sur des critères locaux. Il y a toujours une bonne raison, en fait. C'est-à-dire que tout le monde dit, oui, bien sûr, il faut réduire l'empreinte de la voiture individuelle, mais en fait, ce projet-là, on en a absolument besoin, toujours pour les mêmes raisons absurdes que j'évoquais précédemment. Et les services de l'État m'ont aussi confirmé qu'en fait, les critères environnementaux, ils sont complètement sous-estimés. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les critères sont monétisés, c'est-à-dire qu'on donne des coûts aux choses. Donc, comment évaluer le coût d'un écosystème saccagé ? Ça, on ne sait pas faire. Donc, en fait, au final, c'est l'objectif de gain de temps qui écrase absolument tous les autres critères. Et c'est comme ça qu'on se retrouve donc avec ces projets absurdes qui datent d'il Mathusalem, qu'on sort des cartons et qu'on nous impose ici. Sur la question des compensations, parce que c'est ça qu'on nous répond. Oui, vous inquiétez pas, on compense les dégâts faits à la nature. Rien du tout. Là aussi, ça m'a été confirmé pendant les auditions. Au final, il y a à peu près un tiers à peine des compensations promises qui sont réalisées. Beaucoup sur des terrains qui en réalité sont pas tellement dégradés, donc il y a très peu de dégâts écologiques. Et puis il y a des trucs complètement absurdes, quoi. Quand on nous dit, comme pour l'autoroute A69, non mais pour un arbre abattu, on plante 5 arbustes, tout le monde se rend compte qu'on ne remplace pas l'écosystème d'un arbuste centenaire, bicentenaire, pendant un arbre bicentenaire par des arbustes qui en plus vont probablement mourir très vite. Donc c'est vraiment
vraiment honteux face au moment qu'on vit d'accélération, de l'effondrement de la biodiversité, quand on voit que 85% des zones humides de par le monde ont été massacrées, que le WWF nous alertait il y a quelques semaines du fait qu'on avait perdu 73% des vertébrés sauvages en l'espace de 50 ans. Enfin, on ne peut plus continuer comme ça. Et peut-être, si on doit avoir un wake-up call, là, c'est ce qui s'est passé à Valence, les inondations absolument meurtrières. Et là, on sait que ce qui transforme des pluies diluviennes en catastrophes comme celle-là, c'est l'imperméabilisation des sols. C'est le fait que l'eau ne peut pas ruisseler dans les terres. Bref, il faut absolument arrêter ce massacre, réfléchir et penser autrement. Votre lutte est intéressante parce que vous avez encore la possibilité d'arrêter ce projet-là. Nous, à La Réunion, celles et ceux qui nous regardent ne le savent peut-être pas, mais on a eu le plus gros chantier inutile et imposé de France, avec la nouvelle route littorale qui a commencé en 2010, qui n'est toujours pas terminée, qui est une catastrophe écologique et financière et qui plombe le développement de La Réunion et des collectivités qui la portent pour au moins 20 ou 30 ans. On s'est mobilisé à l'époque, on n'a pas réussi à gagner. Il est important que vous alliez regarder ce qui s'est passé à La Réunion pour que ça ne puisse plus se passer dans d'autres régions hexagonales. Et tout à l'heure, vous l'avez dit, il y a beaucoup de gens en France et à l'étranger qui se rendent compte de la folie de ce genre de projet. On peut dire qu'il y a effectivement 66% des Français qui sont pour un moratoire sur les projets routiers et autoroutiers. Et en parlant des Français, on va visionner justement une vidéo de Jean-Emmanuel et d'une riveraine par rapport à l'A69. Je m'appelle Gaëlle, j'ai 42 ans. J'habite une petite commune du Tarn de 140 habitants qui s'appelle Villeneuve-les-Lavores. Aujourd'hui, ce projet de vie, il a été fortement bouleversé par l'arrivée de l'A69 et notamment par l'installation d'une des 2 usines à bitume qu'on va avoir donc dans notre commune qui va servir pour mettre le revêtement bitumeux sur l'autoroute. Cette usine, ça a été un véritable choc pour moi, pour tous les habitants, parce qu'on ne savait pas tous les impacts que ça avait au niveau sanitaire, au niveau santé. On ne comprend pas pourquoi les industriels et l'État permettent encore l'installation de ces centrales aussi proches de nos lieux de vie et de nos écoles. C'est pour ça qu'on attend beaucoup du moratoire que porte la France Insoumise. L'angoisse, elle monte de jour en jour en fait, et je pense qu'elle ne cessera pas tant que le projet ne sera pas annulé. Donc nous, pour se présenter, on est directement concerné par le projet sur nos maisons, nos habitations, nos terres. Donc on est concerné par des procédures d'expropriation. Et ça nous a permis de nous rendre compte. Donc voilà, ce que j'aime bien dire à ce niveau-là, c'est qu'on ne peut pas répondre... Ce projet a été pensé il y a 30 ans. Et tout le monde connaît les défis qui se posent aujourd'hui, du présent, de la transition écologique, du futur. Et on ne peut pas répondre aux défis du futur avec les solutions du passé. Eh bien maintenant, nous allons passer à l'autre partie de notre texte. On remercie d'abord Anne et on se donne rendez-vous demain. Merci. Et comme on dit chez moi, no macadam. No macadam. Merci beaucoup Anne. On va accueillir maintenant nos prochains invités qui sont les parlementaires suivants: Sarah Legrain, Gabriel Catala, Damien Maudet et Paul Vanier. Nous allons présenter un certain nombre de propositions de loi qui visent à garantir l'égalité dans l'accès à la santé, l'égalité dans l'accès à l'éducation et évidemment également l'égalité entre les hommes et les femmes, avec un texte de Sarah Legrain qui vise à introduire la notion de consentement dans la définition pénale des infractions des agressions sexuelles, et puis aussi la texte de Gabriel Catala qui d'une certaine manière fait le lien avec ce dont on a parlé, c'est-à-dire la réforme des retraites, les métiers féminisés, et donc à réintroduire des critères de pénibilité qui avaient été supprimés il y a de cela quelques années. On les accueille. Bienvenue sur le plateau de l'émission spéciale. Gabriel, Paul, Damien et Sarah. Bienvenue à toutes et tous. Eh bien, on va commencer par le texte que tu portes, sur lequel tu es rapporteur, Sarah, sur le consentement dans la définition du viol. C'est un texte qui a suscité beaucoup de débats au sein du mouvement féministe. Tu vas pouvoir nous dire pourquoi, mais d'abord nous présenter le contenu de ton texte. J'imagine que je vais prendre le micro, c'est ça? Ah oui. Bien, merci Nadège. Mon texte vise en fait à changer la définition pénale de l'agression sexuelle et du viol, parce qu'actuellement, elle repose sur 4 critères.
c'est-à-dire que c'est les actes qui sont commis par violence, contrainte, menace, surprise. Et en fait, l'absence de consentement, de façon assez contre-intuitive, n'est pas du tout au cœur de la définition, n'est pas du tout présente dans la définition pénale des agressions sexuelles et du viol. Et pourtant, vous avez de très nombreuses voix qui s'élèvent pour qu'on le mette, pour qu'on respecte nos engagements internationaux d'abord, parce que c'est la Convention d'Istanbul qui le dit, qu'il y a un certain nombre de textes internationaux pour les droits des femmes qui disent que la question de l'absence de consentement doit être au cœur de ces définitions pour pouvoir couvrir un maximum de cas de violences sexuelles. Donc vous avez un grand nombre de personnes qui militent pour. Et le fond du sujet, c'est que on le voit avec le procès de Mazan, la question du consentement, elle est au cœur des procédures. Elle est évoquée tout le long des procédures, elle est évoquée dans les décisions qui sont prises. Et en réalité, elle n'est pas écrite dans la loi, ce qui laisse aussi finalement une marge de manœuvre aux personnes mises en cause de définir un peu le consentement comme ils veulent. J'ai pensé que c'était le mari qui pouvait le donner. J'ai pensé que comme elle ne disait rien, elle était consentante. Et c'est ça qu'il faut combattre. Donc en fait, il faut inscrire le consentement et pas seulement l'inscrire, le définir en montrant les circonstances dans lesquelles on doit aller chercher tout ce qui entrave la possibilité du consentement et évidemment aussi faire en sorte qu'il puisse être suffisant, qu'il n'y ait pas besoin de prouver violence, contrainte, menace ou surprise et que quand on a réussi à prouver l'absence de consentement, cela suffise pour une condamnation. Je te remercie Sarah. D'ailleurs, justement, tu as interrogé le gouvernement hier. On va lancer la vidéo et tu commenteras un peu les réponses de ce fameux gouvernement. Monsieur le Premier ministre, après avoir relégué le ministère des droits des femmes au rang de secrétariat d'État, vous vous êtes exprimé vous-même hier à l'occasion du 25 novembre. C'est donc à vous que je demanderai des comptes. 7 ans que MeToo n'en finit pas de déferler sur notre société. Nous étions 100 000 dans la rue samedi pour en finir avec la culture du viol et pour enfin arrêter de compter nos mortes. 7 ans que nous n'en finissons pas d'applaudir les Adèle, les Gisèle et toutes nos sœurs qui se lèvent, qui n'ont plus peur. 7 ans qu'Emmanuel Macron fait de nous sa grande cause et qu'on entend cause toujours. Une coalition d'associations demande une réponse globale contre les violences sexuelles comme en Espagne. Cause toujours. Vous improvisez une énième cellule gouvernementale, gribouillez un plan dérisoire, bricolez des annonces contradictoires. Même votre mesure phare, le dépôt de plainte dans les hôpitaux, a dû être rectifié. Elle n'est pas financée. La Fondation des femmes chiffre à 2,6 milliards d'euros les besoins. Cause toujours. Vous imposez 60 milliards d'économies. Vous balayez les 600 millions adoptés en commission contre les violences. Et faute de compensation de la prime Ségur, les centres d'information des droits des femmes annoncent déjà leur fermeture. Le planning familial réclame une véritable éducation à la sexualité, si décisive pour la détection et la prévention des violences. Cause toujours. Vos ministres réactionnaires sont incapables d'appliquer la loi et restent muets face aux pressions de leurs amis. La Ciivise alerte sur l'omniprésence de l'inceste. Cause toujours. On vire le juge Durand, on glorifie l'autorité paternelle, on explique aux mères isolées qu'on va automatiser la garde partagée. 500 féministes vous disent d'aller dans le sens de l'histoire, de prolonger l'œuvre de Gisèle Halimi et d'inscrire le consentement dans la loi. Cause toujours. Vous êtes soi-disant pour, mais vous rejetez mon texte en commission, vous empêchez son examen en séance avec les 1000 amendements ridicules sur le texte des retraites à 64 ans. Alors, monsieur le Premier ministre, vous avez dit qu'il y aura un avant et un après Mazan. Mais pour que la honte change de camp, faut-il attendre l'après Barnier ? Le combat contre les violences faites aux femmes est bien trop grave pour servir des intérêts de communication et partisans. Alors, je sais que monsieur le garde-sceau est également pleinement mobilisé sur la question de la définition du viol et du consentement. Nous aurons des travaux à proposer, mais je pense qu'il nous appartient d'attendre d'ores et déjà les travaux proposés par madame Garin et les autres. Oui, j'ai bien compris. Donc, il est urgent d'attendre. Donc, en fait, comme d'habitude, cause toujours. Sarah Legras, on a vu effectivement la faiblesse de la réponse du gouvernement et dans ta question, tu as pointé du doigt l'hypocrisie des macronistes qui disent qu'ils sont pour et qui s'abstiennent. Qu'est-ce que tu peux dire à celles et ceux qui nous regardent là-dessus ? Et oui, parce que si vous avez suivi, vous avez entendu depuis un moment le gouvernement expliquer qu'ils sont pour l'introduction du consentement dans la loi. Donc déjà, il faut revenir à l'année dernière où quand même Emmanuel Macron a pris la décision de bloquer au nom de la France, main dans la main avec la Hongrie de Orban quand même, pour vous dire, une directive européenne dans laquelle il y avait la question du viol définie par la question du consentement. Donc du coup, cette directive européenne a quand même été adoptée sans la mention du viol. C'est des millions de femmes européennes qui ne sont pas protégées par cette directive sur les questions de viol. Voilà. Et donc progressivement, quand même avec la mobilisation, ils ont fini par dire que peut-être ils pouvaient envisager que la loi change. Et puis vous avez le garde des Sceaux Didier Migaud qui a dit qu'il était favorable en début d'année. Et là, en ce moment, évidemment, avec le 25 novembre, ils n'arrêtent pas de le répéter sur tous les tons. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, ils ont fait exactement ça en commission, c'est-à-dire qu'ils ont expliqué que fallait attendre un autre texte, mais sans m'expliquer qu'est-ce qu'il y aurait dans ce texte, sans me dire ce qui posait problème dans le mien.
sans amender quoi que ce soit, en s'abstenant ou en votant contre selon les groupes, parce que comme vous savez, le socle commun, il n'a pas grand-chose de commun, pas grand-chose de socle. Et moi, je lance l'alerte, parce que les féministes, si justement, tu l'évoquais Nadège, si elles sont divisées sur le sujet, c'est qu'elles disent attention, il y a des façons d'inscrire le consentement dans la loi qui ne vont pas. Si c'est pour mettre non consenti entre virgules et que ça nous fasse en fait une condition de plus à remplir et qu'on ne définisse pas le consentement et que le consentement puisse continuer à être au gré des agresseurs, un string, un silence ou que sais-je, alors là ça pose un problème. Et donc évidemment qu'il faut définir le consentement et moi j'ai aucune garantie que le gouvernement, qui soit dit en passant quand même tombera probablement la semaine prochaine ou la suivante, validera un texte dans les prochaines semaines ou prochains mois qui soit réellement plus protecteur pour les femmes. C'est pourquoi on a saisi l'occasion de la niche pour le faire, pour envoyer le message qu'on inscrit le consentement dans la loi et qu'on le fait de façon protectrice pour les femmes. On a entendu Yaël Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale, hier dire qu'elle était favorable à ce texte. Alors est-ce que ça va avoir comme conséquence pour elle de demander à ses parlementaires de ne pas faire d'obstruction parlementaire pour que ce texte puisse être examiné demain? Ça aussi, c'est l'hypocrisie macroniste. Bien sûr, ça fait partie de l'hypocrisie. Alors elle a été forte, elle a dit à Bourdin qu'elle pensait que ça pourrait arriver qu'il soit inscrit à l'ordre du jour. Donc elle fait en fait comme si notre niche n'existait pas. Ça leur pose quand même, on a bien compris aux macronistes, un gros problème qu'on ait la possibilité un jour de l'année d'inscrire des choses à l'ordre du jour. Donc effectivement, on va aussi leur dire demain, il faudra y penser pendant toute la manœuvre d'obstruction, qu'en faisant obstruction au texte des retraites, ils font obstruction à tous nos textes d'intérêt général, dont la question du consentement, sur laquelle ils n'arrêtent pas de se pavaner et d'expliquer qu'ils feront avancer les choses. Et je suis contente puisque du coup, j'ai Jean-Jacques Bourdin qui m'a invité pour en parler demain, puisque j'ai signalé que, puisqu'à son micro, elle avait expliqué que ce serait bien que ce soit inscrit à l'ordre du jour bientôt, je pouvais en parler le jour où c'était inscrit à l'ordre du jour. Donc ce sera l'occasion de bien éveiller les consciences sur le sujet de l'hypocrisie des macronistes. Non, c'est une hypocrisie d'autant plus incompréhensible que quand on regarde les sondages, 81% des Français sont pour l'intégration de la notion de consentement dans la loi. Donc s'il y a débat à l'intérieur peut-être des mouvements militants, visiblement dans l'opinion française, le débat il est clos. Oui, il y a quelque chose qui semble assez évident, parce que pour tout le monde en fait, et c'est là où il y a aussi la dimension symbolique et éducative de la loi, c'est que tout le monde sait que, notamment dans l'éducation à la sexualité, qui est aussi un pan qu'il faut défendre, et là hier en QAG, je n'avais pas l'élément qu'aujourd'hui on aurait un ministre qui s'exprime durement contre l'éducation à la sexualité, Portier, qui n'a aucune compétence sur le sujet, qui s'occupe de l'enseignement de la réussite scolaire et qui là nous explique que des choses sur l'éducation à la sexualité. Donc oui, en fait la question du consentement elle est partout, c'est un peu intuitif pour les gens de le mettre dans la loi. Et je voudrais aussi souligner que là en ce moment on a le procès de Mazan. On a l'affaire de Dominique Pellicot et des 50 violeurs de Gisèle Pellicot. Et c'est une affaire qui est inédite parce que c'est très rare qu'on ait autant de preuves, qu'on ait autant d'éléments matériels, des vidéos, des preuves de soumission chimique, etc. Un aveu du mari qui fait qu'on n'a à peu près aucun doute qu'il y aura des condamnations. Et bien même au cœur de ce procès, finalement, il y a quand même eu une stratégie de défense d'expliquer qu'il ne pouvait pas comprendre qu'elle ne consentait pas. Et ça a mené même l'avocate générale à dire dans ses réquisitions lundi dernier à Avignon, et j'y étais, j'ai entendu ça de la salle d'audience, je ne pensais pas qu'elle le ferait, mais elle-même a dit ce procès, il doit nous amener à changer la loi. C'est-à-dire qu'elle ne suppose pas que la loi soit insuffisante en l'occurrence pour Gisèle Pellicot, mais elle dit en fait c'est pas possible qu'on puisse encore en 2024 dire qu'il ne dit mot consent. Et donc même voilà, de ce côté-là aussi on a ces indications pour le faire. Et alors donc Sarah, ça c'est évidemment un texte très important. Tu as rappelé le contexte dans lequel l'examen de ce texte intervient, donc le procès de Mazan. Il y a un certain nombre de mesures aussi qui doivent l'entourer. Que faut-il aujourd'hui pour véritablement lutter contre les violences sexistes et sexuelles ? Oui, bien sûr, parce qu'il y aura un autre piège, c'est que de dire ok, on a mis consentement dans la loi et c'est ok. Non, en fait, le but c'est d'avoir une meilleure réponse judiciaire aux violences sexistes et sexuelles. Et donc, ça suppose énormément de moyens. Je montre Gabrielle Catala de la main parce que c'est elle qui a été rapporteure du budget justice, qui a obtenu un grand nombre d'amendements et des millions pour la justice, notamment pour qu'on ait des magistrats formés, pour qu'on ait tout ce dont on a besoin dans la justice. Donc, il y a effectivement plein d'autres mesures, que ce soit du côté judiciaire pour l'accueil, l'accompagnement des femmes victimes de violences, leur prise en charge depuis le commissariat jusqu'au procès, avec l'aide juridictionnelle, avec des personnels formés tout au long de la chaîne, etc. Le droit à un avocat, le droit à une information sur les classements sans suite, parce que souvent elles ne savent même pas qu'elles ont été classées sans suite et donc elles ne peuvent même pas après se constituer partie civile. Il y a tous ces sujets-là. Et je l'évoquais aussi, l'éducation à la vie sexuelle et affective. Il y a une loi, la loi 2001, elle n'est juste pas appliquée. Vous n'avez que 15% des élèves qui ont droit à leurs 3 séances par an
d'éducation à la vie sexuelle et affective. Il y a un programme qui est en train de sortir là, et il est déjà en train de se faire attaquer par tous les réseaux fachos. Mais là, maintenant, même au sein du gouvernement, vous avez des réactionnaires qui s'attaquent à ce programme-là, alors qu'en fait, c'est essentiel pour la détection des violences quand elles ont eu lieu. Parce que c'est ces espaces-là qui permettent en fait aux enfants, en dehors de leur famille, de parler de ce qu'ils vivent et de comprendre ce qu'ils ont vécu et de le dénoncer. Et c'est aussi essentiel pour la prévention, parce que c'est d'apprendre au plus jeune âge, dès le plus jeune âge, la question du consentement, le fait qu'on ne touche pas, qu'on n'a pas de droit sur le corps des autres. Et c'est essentiel, y compris pour aussi former les hommes de demain. Merci beaucoup Sarah pour cette présentation. On a bien compris, comme pour les retraites, que quand bien même il y aura de l'obstruction demain, on arrivera à faire inscrire le consentement au niveau du droit pénal. On va passer à la proposition de loi visant à régulariser les praticiens et pharmaciens à diplôme hors Union européenne, donc PADU, qui est présentée et défendue par Damien Maudet. Alors Damien, on te donne la parole pour que tu puisses nous présenter cette proposition de loi. Bonjour vous deux, et merci beaucoup de me donner la parole. En fait, alors qu'on est dans un moment où l'hôpital public est à l'agonie, où on manque cruellement de médecins, et je pense que c'est le cas sur tous les territoires, que vous habitiez aujourd'hui en Seine-Saint-Denis, qui est d'ailleurs le plus grand désert médical de France, ou que vous habitiez en Creuse ou chez moi en Haute-Vienne, tout le monde peut voir aujourd'hui qu'on manque de médecins et que les services hospitaliers, eux, sont à l'agonie. Et en fait, dans le même temps, on a en France des milliers, on disait 5000 au début, mais en fait, l'Ordre des médecins nous a dit que c'était beaucoup plus que ça, de praticiens à diplôme hors Union européenne. Donc on appelle ça PADU, en fait, on les appelle PADU, mais en fait, ce qu'il faut comprendre globalement, c'est que c'est souvent des médecins étrangers qui ont fait leur formation à l'étranger, qui sont venus vivre en France et qui veulent soigner en France. Et en fait, ces médecins-là, souvent, ils exercent sous des statuts extrêmement précaires, alors qu'ils tiennent des services à bout de bras, mais souvent, ils n'ont que des statuts d'internes, par exemple. Ils peuvent être payés 1400, 1500, 1600 euros pour tenir des services entiers. Et en fait, s'ils voulaient, des fois, il y en a qui exercent même sous EQTF parce qu'ils ont des statuts extrêmement précaires. Et s'ils voulaient être régularisés, il faudrait qu'ils obtiennent un concours. Donc déjà, c'est se dire qu'il y a un concours avec un nombre d'entrées maximum. Donc en fait, tous les ans, la France décide de se priver d'un certain nombre de médecins, alors qu'il suffirait en fait de supprimer les quotas qu'il y a à ce concours-là pour faire en sorte que toutes celles et ceux qui ont le niveau puissent devenir médecins. Et en fait, aujourd'hui, nous, on aimerait assouplir la loi pour faire en sorte que les praticiens à diplôme hors Union européenne puissent exercer plus facilement en France. Et souvent, parce qu'il y en a des fois, ça fait même 10 ans en fait, qu'ils exercent en France sous des statuts complètement précaires. Et là, il s'agit juste de les reconnaître, d'en faire des médecins de plein exercice, d'une part pour les déprécariser, c'est-à-dire faire en sorte qu'ils puissent vivre correctement avec des salaires décents, mais aussi également pour qu'on puisse avoir dans nos services hospitaliers, qu'ils puissent, par exemple dans certains déserts médicaux s'ils le souhaitent, qu'ils puissent être médecins de plein exercice et donc tenir un service entier. Et en fait, globalement, souvent, faire ce qu'ils font déjà aujourd'hui, mais le faire avec un véritable statut. Merci Damien. On va justement illustrer tes propos avec le témoignage d'un médecin, Abdelalim, qui va nous expliquer dans quelles conditions aujourd'hui il exerce. Comme l'avait évoqué lors de sa conférence de presse, M. Emmanuel Macron, mercredi soir, nombreux d'entre nous se trouvent dans la précarité malgré qu'on arrive à tenir à bout de bras les hôpitaux français. Nombreux d'entre nous risquent d'être licenciés dans les prochains jours. Monsieur le Premier ministre également l'a évoqué lors de sa conférence de presse aujourd'hui qu'il fallait régulariser les médecins étrangers, car nous manquons énormément de médecins aujourd'hui en France, et dans les 5 prochaines années, 25% de médecins généralistes partiront à la retraite. Nous demandons une régularisation pérenne avec une reconnaissance de nos diplômes, car nous avons servi et nous continuons à servir dans les hôpitaux français. Nombreux de nos collègues avec des diplômes étrangers n'ont pas de contrat, et les hôpitaux ne peuvent pas les recruter car ils sont français, naturalisés français ou ayant des titres de séjour permanents, vie privée, familiale ou autre. Notre appel aujourd'hui est d'avoir des autorisations pérennes, des autorisations qui nous permettraient de rester auprès de nos malades, de continuer à exercer notre métier, le métier qu'on a choisi, le métier qu'on sait faire et le métier pour lequel on continue de satisfaire sur le terrain. On soigne la population. Et notre seul revendicatif est de continuer à exercer notre métier avec une certaine sécurité, des contrats pérennes, un statut digne. On voit bien à travers ce témoignage que d'abord ça en dit long sur l'état des hôpitaux et de la santé publique, et puis on doit dire, et après je vous donne la parole aussi, que 79% des Français sont pour la régularisation de ces médecins qui œuvrent déjà sur le territoire. Alors peut-être que vous voulez vous exprimer notamment sur l'état des hôpitaux et de la santé publique. Non mais c'est sûr, en fait ce que je disais, la loi elle a deux impacts. Le premier c'est de déprécariser donc les gens qui sont dans cette situation-là. Ce dont il faut aussi se rappeler, c'est Bruno Retailleau qui disait que l'immigration n'était pas une chance
chance en France. Ils ne croyaient pas que c'était une chance. En fait, c'est non seulement une chance, mais en même temps, c'est une nécessité sanitaire presque. Alors, je sais que comme ça pourrait paraître très opportuniste, mais c'est presque pour taquiner notre cher ministre de l'Intérieur. J'ai eu dans une audition un directeur d'hôpital qui m'explique que 23% de son effectif, c'est des praticiens à diplôme hors Union européenne. Aujourd'hui, il y a un dispositif qui existe, anti-Guyane, qui permet une dérogation, c'est-à-dire pour celles et ceux qui n'ont pas le concours de pouvoir exercer quand même. Nous, on veut que ce soit pérennisé à l'ensemble du territoire. Aujourd'hui, on parle de centaines de postes. Donc en fait, si aujourd'hui les médecins étrangers, donc les étrangers qui a priori ne sont pas une chance pour Bruno Retailleau, partaient, parce que non seulement du fait qu'ils ne sont pas reconnus correctement, c'est des centaines de services en France qui s'effondrent totalement. Et c'est vrai que Emmanuel Macron avait fait une promesse pendant le Covid de dire que notre système de santé n'était pas un coût, une charge, mais que c'était un bien essentiel quand le destin frappe. Or, depuis, il ne s'est rien passé. En fait, même pire que rien passé, c'est que le nombre de postes vacants d'infirmières a été multiplié par 7. On est à 60 000 postes d'infirmières vacants. On manque toujours de médecins. En fait, on a supprimé ce qu'on appelait le numerus clausus, donc qui était le filtre à l'entrée des universités. Mais en fait, aujourd'hui, on forme autant de médecins que dans les années 70. Or, nous avons 15 millions d'habitants en plus. Et on voit partout que cette situation est une catastrophe. Je pense que les Français le vivent tous les jours avec des services hospitaliers qui sont sous tension, d'urgence notamment, qui sont sous tension parce qu'on manque de médecins, à tel point que même la Haute Autorité de Santé, comme SAMU Urgences de France, explique que nous avons des personnes qui décèdent aujourd'hui sur des brancards faute de prise en charge parce que faute de personnel. Et c'est complètement incompréhensible de se dire que dans le même temps, on a des gens qui pourraient exercer de plein exercice, donc tenir des services, mais qu'on ne le fait pas. Et je pense dans le fond, en fait, on ne le fait pas sans doute pour des motifs aussi économiques, mais je pense que même pour un motif dans le fond qui est purement raciste. C'est de dire que d'une part, on a des étrangers dans le pays qui nous soignent, mais en fait on se dit qu'on va continuer d'en faire qu'on va continuer de les garder sous statut précaire, parce que vu que c'est des étrangers, de toute façon on peut en faire quasiment ce qu'on veut, et je pense que c'est ça aujourd'hui la doctrine qui est appliquée, et on a besoin absolument de les reconnaître. Et il ne faut pas oublier non plus que pendant le Covid, le premier médecin qui est décédé en France, c'était un praticien à diplôme Union européenne, et ça c'est très important de le dire. C'est-à-dire qu'ils se sont beaucoup donnés durant le Covid, il est temps que la nation soit reconnaissante. Et comment ça s'est passé en commission? Parce que là on voit qu'il y a quand même des données factuelles qui montrent qu'on a besoin d'abord de praticiens. Par ailleurs, on voit qu'ils sont dans une situation administrative insoluble. Comment ça s'est passé en commission? Quels étaient les arguments du clan Macron, du socle commun Alors, il y avait un argument qui était quand même très intéressant, c'est que nous, on veut étendre à l'ensemble du territoire une disposition qui existe aujourd'hui dans les Antilles-Guyane. Et en fait, quand on veut l'étendre dans le territoire, les macronistes nous disent que c'est pas sécurisé de faire ça. Du coup, je comprends pas. Soit ça veut dire qu'on applique un dispositif aux Antilles-Guyane qui est pas sécurisant. Donc on a une santé à double vitesse, à deux vitesses. Soit c'est que c'est complètement hypocrite et qu'en fait ils ne veulent juste pas l'étendre parce qu'ils veulent faire aujourd'hui des économies et maintenir aujourd'hui des médecins à diplôme hors Union européenne sous statut précaire. Mais ensuite c'est le Rassemblement national qui a surtout fait sauter ce texte d'ailleurs en disant qu'aujourd'hui les médecins étrangers avaient bien de la chance déjà de pouvoir venir en France nous soigner. C'est complètement ignorer le fait que c'est le rapport de force est totalement inverse. En fait je crois même que nous avons plus besoin d'eux aujourd'hui que eux ont besoin de nous. Et d'ailleurs le Rassemblement national qui sur toutes les mesures d'ordre médical, par exemple sur les déserts médicaux, ils ont refusé la régulation de l'installation des médecins, ils refusent aujourd'hui de renflouer la sécurité sociale, ils refusent aujourd'hui de régulariser les médecins étrangers. La vérité c'est qu'ils n'ont absolument rien à proposer et que c'est cette alliance entre les macronistes et le RN qui a complètement démonté le texte et du coup à la fin qui n'a pas été adopté. Je te remercie Damien, tu as parlé des infirmières dans l'hôpital public, c'est un métier féminisé par excellence et donc ça nous fait la transition avec le texte que va défendre Gabriel Catala, que tu as déjà défendu en commission sur la pénibilité pour les métiers dits féminisés. Tu vas nous en dire quelques mots. Merci Nadège. Oui, le texte que je porte, c'est un texte que je vois dans le prolongement du texte qu'on a sur l'abrogation de la retraite à 64 ans, parce que le but est de créer des nouveaux facteurs de risque professionnels pour ces métiers-là, qui sont des métiers difficiles, qui sont essentiels, afin que les personnes qui les exercent bénéficient de la retraite anticipée. Qu'est-ce que c'est les métiers féminisés? C'est des métiers qui sont exercés à plus de 65% par des femmes, et souvent d'ailleurs en réalité c'est 90%, parce qu'en France, plus de 90% des aides à domicile sont des femmes, plus de 90% des caissières, des aides-soignantes, des vendeuses, des secrétaires, des infirmières, des aides à domicile, des AESH sont des femmes.
Pourquoi c'est essentiel de porter ce texte? C'est parce que tous ces métiers-là, c'est les métiers de la première ligne, c'était les métiers majoritairement représentés sur les ronds-points pendant les Gilets jaunes, et donc ils ont été valorisés pendant la crise du Covid et ensuite oubliés. C'est des métiers qui sont mal rémunérés, où les femmes subissent le temps partiel contraint. Et nous, qu'est-ce qu'on porte? On porte le fait que le Code de travail reconnaisse mieux leur pénibilité. Puisque le Code de travail, historiquement, il s'est fondé sur des critères qu'on dit ouvriéristes, des critères masculins, qui font qu'on va reconnaître par exemple la pénibilité des hommes qui portent des charges, mais pas des femmes par exemple qui vont porter des malades ou des personnes handicapées. On va reconnaître la pénibilité des hommes qui sans cesse dans la journée inhalent des produits chimiques dans l'industrie, mais on ne va pas reconnaître le fait que les esthéticiennes, les coiffeuses, les agentes d'entretien respirent elles aussi ces produits cancérigènes, ces produits toxiques. Ce qu'on fait avec ce texte, c'est donc qu'on crée des nouveaux facteurs de risque. On va reconnaître le risque émotionnel, les contraintes émotionnelles fortes pour les métiers qui sont soumis toute la journée, qui sont en contact avec la souffrance humaine, la détresse humaine, donc les personnes qui sont victimes de violences sexuelles, qui sont victimes de violences physiques, les personnes qui sont en contact avec des personnes malades, avec des personnes en perte d'autonomie, avec des mineurs en difficulté. Et ces nouveaux risques professionnels, ils permettront aux personnes à la fois de bénéficier de points dans leur C2P, compte de prévention, pour avoir accès à des formations et pour partir à la retraite plus tôt. Ensuite, on en profite pour rétablir les critères qui ont été supprimés par Emmanuel Macron, puisque rappelez-vous, en 2017, Macron a commencé son quinquennat avec une réforme du travail portée par Muriel Pénicaud qui était très violente, qui a supprimé 4 facteurs de risque professionnel. C'était les agents chimiques dangereux, les postures pénibles, les vibrations mécaniques. Donc évidemment, les hommes étaient très exposés à ces risques-là. Mais nous, ce qu'on fait, c'est qu'on en profite pour les rétablir et pour les étendre à ce qui correspond à ce que subissent les femmes au travail. C'est ce que je disais juste avant, le port de charge, par exemple. On va reconnaître un homme qui porte des charges très lourdes au travail, mais on ne va pas reconnaître la caissière qui porte toute la journée des charges qui paraissent pas lourdes, mais qui, en étant additionnées avec des gestes répétitifs, constituent plus d'1 tonne par heure et engendrent des troubles musculo-squelettiques. Les femmes, il faut savoir qu'en réalité, malgré l'image qu'on a, ce sont les femmes qui sont qui sont les principales victimes des accidents du travail et des maladies professionnelles. Et entre 2001 et 2019, c'est surtout chez les femmes que tout cela a augmenté. Par exemple, quand on prend les troubles musculo-squelettiques, qui sont la conséquence du port de personnes, de chariots, par exemple, à l'hôpital, c'est 60%, c'est 90% des maladies professionnelles et 60% c'est des femmes. Voilà. Merci Gabriel. En fait, du coup, ce qu'il faut expliquer à nos téléspectateurs, c'est que avant de présenter un texte, on fait un rapport. Donc tu as fait des auditions. Que t'ont dit les syndicats, les travailleurs et les travailleuses, du coup, durant ces auditions? Comment est-ce que c'est perçu cette non prise en compte de leur spécificité? Alors, on a auditionné, un certain nombre de personnes. Il faut savoir que le texte, malgré ce qu'on peut raconter, parce qu'on m'a fait le reproche qu'on s'intéressait qu'aux femmes et qu'on s'intéresse pas aux ouvriers, les hommes qui exercent des métiers féminisés bénéficieront du texte. Ouais. On nous a donc j'ai auditionné un certain nombre de sociologues, les syndicats, la Caisse nationale de retraite, des administrations. Et il faut savoir que avant 2010, c'était très peu documenté. C'est le CESE qui en 2010 a dit qu'il y avait pratiquement aucune donnée. Aujourd'hui, il y a des sociologues, la DARES, qui se sont intéressés à ça. Ce qu'ils nous ont dit, c'était quand même qu'il y avait, il existait toujours une sous-documentation, mais grâce à ces sociologues qui ont accompagné au quotidien des femmes de ménage, des infirmières, des aides-soignantes, ils ont salué les avancées que permettrait ce texte. Et j'ai pu aussi rencontrer des personnes dans ma circonscription. J'ai passé une après-midi avec des AESH, avec une aide à domicile pour voir la réalité de son travail et ce que pourrait lui apporter ce texte. Oui. Et d'ailleurs, 85% des Français sont pour la reconnaissance de ces critères de pénibilité dans les métiers dits féminisés. Je pense que en fait, ça correspond à une réalité concrète, c'est que tout le monde autour de soi voit bien en fait quels sont les métiers féminisés. Et d'ailleurs, les métiers féminisés et critères de pénibilité, et je dois aussi dire qu'il y a un phénomène qu'on observe aussi du point de vue social, c'est que quand un métier est féminisé, bizarrement, c'est dans ces métiers que les salaires augmentent également le moins. Donc je pense que tu ouvres comme ça un champ d'exploration pour l'égalité entre les hommes et les femmes. Oui, exactement. Et on
on observe aussi que c'est les métiers les plus invisibilisés, les plus déconsidérés. Comme je disais tout à l'heure, ça a été mis en avant pendant le Covid, mais ensuite c'est passé dans l'oubli. Ce qu'il faut savoir, tu le disais, 85% des Français sont pour, mais en commission, le RN, qui pourtant fait mine de défendre les classes populaires, s'est abstenu sur le texte, et les macronistes ont voté contre puisqu'ils n'assument pas leur bilan et ils ne voulaient pas que les critères qu'ils ont supprimés en 2017 soient rétablis. Oui, donc en fait, texte après texte, on voit à chaque fois l'hypocrisie du clan Macron. Et alors, soit ils n'assument pas ce qu'ils ont fait, donc ils ne viennent pas, soit ils se planquent aussi pour laisser le Rassemblement national développer toute une rhétorique raciste et antisociale. Merci beaucoup, Gabriel. Merci à toi. Nous allons passer maintenant à une autre PPL qui est portée par M. Paul Vannier, qui est ici même, notre camarade Paul Vannier. Donc une PPL pour une refondation du modèle de financement public des établissements privés sous contrat afin de garantir la mixité sociale en leur sein. Paul, est-ce que tu peux nous expliquer en quoi consiste cette PPL ? Eh bien, je vais essayer d'être simple. Aujourd'hui, on a une situation qui est parfaitement stupéfiante. Les écoles privées sous contrat, elles sont massivement financées par de l'argent public, par l'État et par les collectivités. En moyenne, c'est plus de 75% de leur budget. Et contre cet argent public, ces écoles participent de façon extrêmement lâche à tout un tas d'objectifs éducatifs qui sont fixés par la nation. Et il y a notamment un code de l'éducation qui prévoit dans son article L111-1 un objectif de mixité sociale dans les établissements. Et on donne beaucoup d'argent public donc, à ces établissements. Au total, c'est 10 à 15 milliards d'euros par an. C'est beaucoup d'argent. Dans ce moment, on cherche des économies. Et ces écoles ne participent pas à l'objectif de mixité. C'est même pire, elles contribuent à la ségrégation socio-scolaire. C'est documenté par beaucoup de chercheurs en sciences sociales, par beaucoup d'études, par le ministère de l'Éducation nationale lui-même. Et donc, ma proposition de loi vise, pour changer cette situation, à introduire un système de malus qui viserait à diminuer le financement public des établissements privés sous contrat dès lors qu'ils contribuent à la ségrégation socio-scolaire. C'est un débat qui intéresse évidemment tous nos concitoyennes et concitoyens, mais qui intéresse également les médias. Je vais vous... on va lancer là maintenant un extrait de complément d'enquête dans lequel tu apparais. Ce sont les termes du contrat d'association avec l'État. Moi, je pense que le contrat d'association avec Stanislas doit être rompu. Je le pense parce que cet établissement, littéralement, piétine ses obligations contractuelles, il piétine la loi Debré. Et dans pareilles circonstances, je pense que les pouvoirs publics doivent en tirer toutes les conséquences et interrompre le financement public, casser le contrat. Merci pour cet extrait. Paul, d'ailleurs, tu as beaucoup travaillé sur le sujet. Même avant la dissolution, tu étais en charge d'une mission parlementaire. Est-ce que tu peux nous parler du rapport Stanislas Écoute, Stanislas, c'est presque un objet qui résume les problèmes qui sont associés à cette question de l'école privée dans notre pays. Stanislas ne résume pas la diversité des écoles privées sous contrat. Il y en a 7500. C'est un établissement très particulier qui accueille des enfants de ministres, des enfants de PDG du CAC 40, mais qui, au fond, fait la démonstration d'une forme d'absence totale de contrôle, de grande opacité quant à la situation de ces écoles. Stanislas est un établissement qui, littéralement, je le dis dans cet extrait, piétine la loi Debré. La loi Debré, qu'est-ce que c'est ? C'est une loi qui date de 1959, qui organise le financement public de ces établissements privés sous contrat et qui prévoit que ces établissements doivent respecter un certain nombre d'obligations, 3 obligations fondamentales, dispenser les programmes tels qu'ils sont prodigués dans l'école publique, ne pas discriminer les élèves à l'entrée de l'établissement et garantir leur liberté de conscience. Des principes fondamentaux. Et Stanislas n'en respecte aucun. C'est l'Inspection générale de l'éducation nationale qui l'a montré à l'occasion d'un rapport d'inspection très, très fourni. Stanislas n'en respecte aucun et pourtant, cet établissement, qui par ailleurs demande des droits d'inscription très élevés aux familles qui scolarisent leurs enfants, continue à être massivement financé par des fonds publics. C'est des millions et des millions d'euros chaque année, comme si donc ce contrat n'avait aucune valeur. En tout cas, il n'engendre aucune obligation pour l'établissement, alors que pour les pouvoirs publics, il leur en fait porter celle de financer chaque année. Donc voilà, c'est une situation qui résume peut-être ce qu'il faut changer au-delà de la proposition que je porte là dans le cadre de cette proposition de loi. Il y a beaucoup de choses qu'il faudrait faire, que j'ai détaillées dans le rapport d'information parlementaire que j'ai rendu
en avril dernier avec un député macroniste. Ce que je peux dire pour résumer, pour aller à l'essentiel, en commission, cette proposition de loi a été battue par la coalition, la même que pour chacun d'entre vous. Les macrono-le pénistes se sont retrouvés pour repousser cette proposition de loi. Mais moi, ce que je constate, c'est que depuis 18 mois, le débat, les conditions du débat, les termes du débat ont beaucoup évolué. Pendant 40 ans, c'était quasiment impossible de parler de ça. Une période d'omerta, on était accusé de vouloir réouvrir la guerre scolaire. Etc. Et aujourd'hui, on peut en parler. On peut en parler. Les médias se saisissent de la question. Il y a au Sénat, à l'Assemblée, des propositions de loi qui permettent d'en discuter. Les chercheurs travaillent sur ces enjeux. Et je considère que c'est la première étape. On est à l'étape des victoires idéologiques, des victoires culturelles. Nous sommes en train de les remporter une à une. Il est désormais admis de discuter de ces questions-là. Il est désormais admis que la ségrégation scolaire, elle est massive. Et y compris chez les macronistes, certains sont d'accord aujourd'hui pour toucher à la question du financement pour essayer de faire évoluer cette situation. On n'est pas encore au temps des victoires politiques. Et il faut travailler. Sans doute qu'il faudra une autre majorité dans cette Assemblée. Et moi, je suis convaincu que dans les mois, dans les années à venir, à l'ordre du jour, à l'Assemblée nationale, viendra une proposition de loi qui refondera profondément le système de financement public des établissements privés sous contrat. Nous n'appelons pas à leur disparition, à ces établissements privés sous contrat, je préfère être clair et transparent, mais par contre, nous considérons que dès lors qu'il y a fonds publics, il doit y avoir contrepartie publique. Je termine peut-être là-dessus. La France est le seul pays du monde, avec le Chili de Pinochet, à financer de façon aussi importante des établissements privés sans exiger d'eux aucune contrepartie ou quasiment aucune, comme c'est le cas aujourd'hui. Et en fait, un chiffre qui illustre ce que tu viens de dire sur en fait, la fin d'un tabou sur les questions scolaires, 66% des Français sont pour conditionner les financements des établissements privés à des objectifs de mixité sociale. Et cela alors qu'un certain nombre de Français aussi placent leurs enfants dans le privé. Mais c'est aussi lié à l'état de dégradation de l'école publique. Donc en fait, il y a vraiment un enjeu social pour les Françaises et les Français. Tu as raison de remettre cette question dans le contexte aussi de l'effondrement de l'école publique. Et la situation de l'école privée n'est pas indépendante de celle de l'école publique et vice-versa. Il faut avoir une focale large sur ces enjeux-là. Donc oui, l'école privée, elle est défendue parfois comme étant la garantie de ce qu'on appelle la liberté d'enseignement, qui est un principe fondamental, une liberté constitutionnelle que d'ailleurs nous-mêmes nous ne voulons pas remettre en cause. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate ? Les écoles privées, elles sélectionnent leurs élèves à l'entrée. Elles les trient au cours de leur scolarité, elles vont se débarrasser des élèves dont les performances scolaires ne sont pas suffisamment bonnes pour afficher des taux de réussite au brevet, au baccalauréat, qui sont attractifs pour attirer encore davantage de meilleurs élèves. Donc l'école privée aujourd'hui, elle ne garantit même plus pour ceux qui font le choix du privé la liberté d'enseignement. Parce que la liberté, elle est du côté des établissements. C'est le choix des établissements qui l'emporte en vérité sur le choix des familles. Donc y compris ma proposition de loi, elle vise à assurer dans ces établissements une diversité, une mixité sociale, scolaire aussi. Il ne s'agirait pas que ces écoles captent tous les meilleurs élèves, y compris les bons élèves issus de catégories défavorisées. Il faut assurer les deux dimensions de cette mixité pour faire vivre au fond le principe de liberté d'enseignement véritablement. Je te remercie, Paul. Merci, Paul. On va passer aux questions posées par celles et ceux qui nous regardent sur le chat. Et justement, Paul, il y a une question pour toi, je pense, la première, qui fait le lien entre école privée et école publique, puisque la question, c'est pensez-vous que rééquilibrer les financements permettrait d'augmenter les enseignants des écoles publiques ? Si oui, de combien ? Alors, bon courage, Paul, pour répondre à cette question. Alors, c'est une question qui est très compliquée parce que très technique et je ne vais pas pouvoir développer. Il y a tout un tas il y a des mécanismes aujourd'hui qui, en fait, quand vous investissez dans l'école publique aujourd'hui, dans le cadre constitutionnel et légal actuel, vous êtes obligé d'investir autant dans l'école privée. Donc, il faut peut-être sortir de cette logique. Mais pour aller vite, les fonds qui ne seraient pas consommés par des établissements privés qui seraient visés par le malus que je propose d'introduire. Ce malus, il prévoit une baisse de 10 à 50% du financement public. Donc vous voyez que il n'est pas à la marge. Il va vraiment avoir une contrainte, une incitation très très forte pour faire changer le comportement de cet établissement. Mais ces fonds qui ne sont pas consommés, ils restent disponibles à la fin de l'année dans le budget de l'État. Et donc évidemment, dans le cadre de la loi de finances qui suit, ils peuvent être réinvestis massivement dans l'école publique, en particulier par exemple dans les établissements d'éducation prioritaire, pour venir là améliorer les conditions d'apprentissage des élèves, les conditions de travail des personnels, ce qui passe bien sûr par le recrutement d'enseignants, de professeurs. Au passage, j'ai fait voter en commission des finances, avec les députés du NFP, un amendement rétablissant les 4000 postes que Barnier prévoit de supprimer au budget. Ça, c'était la décision des députés. On verra dans quelques jours
ce qu'il en reste dans la copie que le gouvernement nous rendra après son 49.3. Et la création d'un corps d'AESH, d'accompagnement d'élèves en situation de handicap, qui est un métier féminisé. 90% des AESH sont des femmes. Tout à fait. Ensuite, une autre question à laquelle on pourrait tous répondre. Y aura-t-il d'autres niches LFI ? Qui veut s'y coller ? La question, c'est quand, avec le contexte ? Voilà. Moi, je pense que non. Ah. Je vous explique pourquoi. Allez. Parce que je pense que le gouvernement va tomber, qu'on va arriver au gouvernement, et qu'à partir du moment où on arrivera au gouvernement, on aura beaucoup plus la main sur l'ordre du jour de l'Assemblée, et donc il faudra qu'on renonce à ces niches. Et après, se posera la question de savoir de quelle façon on va obstruer ou non les niches des macronistes. C'est ça. Globalement, pour que chacun comprenne, c'est une niche par an pour chaque groupe d'opposition, mais ça c'est dans le fonctionnement normal de la Ve République qui ne fonctionne plus. Et effectivement, on ne sait pas ce qui va se passer dans 3 mois. On va gouverner. On va gouverner, ça c'est sûr. Comment expliquez-vous les débats autour de la notion de consentement dans la loi ? Bon, on en a parlé déjà. Alors, il y a plusieurs types de débats. Il y a ceux qui vont dire attention parce que ça peut atteindre la présomption d'innocence. Donc ça c'est un peu tous ceux qui ont peur que ça change, qui ont peut-être peur aussi que ça couvre un peu plus de cas et qui se sentiraient un peu plus en difficulté. Ce qui est clair, c'est qu'il y a plein de pays dans le monde où il y a le consentement dans la loi. C'est pas pour autant des pays qui ne respectent pas le droit fondamental à la présomption d'innocence. Et donc, quoi qu'il arrive, ça restera toujours au ministère public de faire la preuve qu'il y a eu une agression sexuelle ou un viol. Ce sera jamais en fait à la personne mise en cause de faire la preuve de son innocence. Donc ça, c'est le premier aspect. Après, ça fait aussi beaucoup débat chez les féministes parce qu'il y en a qui craignent que la notion de consentement soit une notion, en fait, qu'en l'introduisant, on mène à davantage se poser la question sur la subjectivité de la victime et que ça amène à plus de questions sur la victime. Alors ça, c'est un argument auquel il faut vraiment répondre. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'actuellement, pour prouver violence, menace, contrainte, surprise, on pose tout le temps la question du consentement. C'est simplement que quand on a prouvé le non-consentement, ça ne suffit pas. Il faut en plus aller voir contrainte, violence, menace, surprise. Donc on va rechercher le consentement. Et aujourd'hui, ce qui se passe beaucoup, c'est que dans la façon de chercher le consentement, parce qu'il y a beaucoup de biais sexistes dans la justice aussi, on va en réalité partir de la façon dont l'agresseur parle du consentement et en fait, on va aller demander aux victimes ce qu'elles ont fait qui a bien pu faire croire à monsieur qu'elles étaient consentantes. Et c'est là où on va dire, en même temps, vous aviez bu, madame, en même temps, vous étiez habillée comme ci, et puis la semaine d'avant, vous l'aviez envoyé un smiley par téléphone, alors il pouvait peut-être penser que là... Et donc, en fait, on va inverser les choses. Là, le but, c'est qu'en mettant et en inscrivant le consentement, et en définissant, y compris en précisant ce qu'il n'est pas, et que notamment le silence ou l'absence de résistance n'est pas un consentement, ne peut pas être considéré comme une preuve de consentement. En réalité, on inverse le paradigme et on va aller chercher du côté des personnes mises en cause, on va demander au mis en cause qu'est-ce qu'il a fait pour s'assurer du consentement. On va lui dire, en fait, c'est plus possible en 2024 de penser que le consentement, c'est le silence ou c'est je ne sais quoi. Et donc, comment vous êtes assuré ? Donc, c'est très simple. On va dire, est-ce qu'il y avait un oui ? Est-ce qu'il y a eu un oui ? S'il y a eu un non, pourquoi vous n'avez pas respecté le nom ? On va aller chercher le nom. S'il y a eu un silence, eh bien, qu'est-ce qui vous dit que ce silence était un consentement ? Et s'il y a eu un oui, est-ce que dans les conditions, c'était un oui dont on était sûr qu'il puisse être donné librement ? Ou est-ce qu'en réalité, madame n'était pas en état de dire oui, soit parce que en prise de l'alcool, soit parce qu'en réalité, elle avait des raisons d'avoir peur, des raisons d'être sous contrainte, sous haute contrainte, etc. Donc, c'est d'aller poser ces questions-là à la personne mise en cause. Donc, au contraire, il y a vraiment beaucoup notamment de magistrats qui ont très, très envie de faire avancer la justice là-dessus et de défendre les droits des femmes, qui ont besoin de ce changement de loi justement pour pouvoir aller jusqu'au bout et faire des condamnations avec cette notion de non-consentement. Très bien. Merci beaucoup pour cette réponse. Dernière question, pouvez-vous redonner les infos sur le rassemblement de demain ? Alors, je ne sais pas qui les a. Alors, demain, rendez-vous à 19h à Invalides, puisque vous le savez, les macronistes ont obstrué notre texte pour abroger la retraite à 64 ans. Il y a environ 1000 amendements, des amendements plus risibles les uns que les autres. Nous, évidemment, on avait déposé de très nombreux amendements en 2023 parce que 93% des actifs étaient contre la réforme et parce qu'il y avait des millions de gens dans la rue. C'était pas une niche parlementaire en plus. Voilà, exactement. Nous, il y avait 15 jours en 2023. Là, on n'a qu'une journée de 9h à minuit et ils veulent empêcher le vote du texte alors qu'il y a toujours aujourd'hui 71% des Français qui sont d'accord avec nous sur l'abrogation, dont plus de 85% d'actifs. Donc rendez-vous demain à 19h à Invalides pour les forcer à retirer leurs amendements et qu'on puisse voter ce texte avant minuit et passer à tous les autres textes, dont le consentement qui est juste après, parce qu'ils veulent aussi éviter le vote sur ce texte-là.
Merci Gabriel. Merci Gabriel, merci Paul, merci Damien, merci Sarah, merci à tous nos invités, merci à nous aussi. Merci à vous deux. Merci à vous. Tout ce qu'il faut savoir pour demain, c'est que notre niche parlementaire, c'est de 9h à minuit, une petite pause pour les déjeuners, à suivre sur tous nos réseaux, d'abord sur X, FI Assemblée, sur les réseaux sociaux de tous nos parlementaires, on est très actifs, on sera très actifs, et on vous redemande de ne pas lâcher les macronistes. Je vous rappelle qu'il existe un site pour les interpeller, la-fi.fr, interpeller. Vous verrez, en fait, on l'a mis sur tous nos réseaux sociaux. Merci à tous les internautes d'ailleurs qui nous suivent. Merci à toutes celles et ceux qui participent à cette opération, parce que vraiment, il faut les empêcher, de nous empêcher d'abroger la retraite à 64 ans. Rendez-vous demain, 19h, à la grande manifestation aux Invalides. Et d'ici là, nous tiens beau, nous largue pas. Changez la vie.